Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Sur le web, c'est comme à la Samaritaine, on trouve tout, du bon et du moins bon, du très sérieux et du foutraque, du boulot soigné et des vidéos réalisées à l'arrache. Mon invité, les trucs à l'arrache, c'est pas son genre, il préfère la qualité à la quantité. Quand certains youtubeurs staccanovistes postent 3 vidéos par semaine, lui en sort une tous les 36 du mois. Mais attention, biberonné à l'esprit de Top Gear, il soigne le fond et la forme, joue sur l'humour et ne lésine jamais sur les moyens. Un bourreau de travail donc, mais avant tout un passionné. Mon invité, c'est Samuel Robé de la chaîne YouTube Bagnole. Eh ben salut Samuel. Salut Vincent. Merci de me recevoir. Merci toi de me recevoir, c'est cool de pouvoir parler un peu de l'émission et puis c'est trop bien, merci beaucoup. Et c'est marrant, on en parlait un petit peu en off, mais il y a toujours la rencontre avec une chaîne YouTube, c'est toujours une vidéo et on s'en souvient toujours. Et celle dont je me souviens quand j'ai découvert ta chaîne, c'était celle que tu avais fait avec Sylvain, avec la vieille Micra dans le champ. Et la Vierge Marie qui chante. Si jamais vous la retrouvez, alors je sais même pas si on peut la retrouver, je l'ai cherchée. Ouais, si, elle est sur DriveThrive encore. Ouais. Elle est bon. Alors je mettrai un lien dans la description du podcast. Elle est excellente. Je trouve qu'en plus vous formez un duo très drôle. Et c'est là que je me suis dit, dis donc, ils ont trouvé un truc. Voilà, il y avait cet esprit un peu de Top Gear qui était là déjà, mais avec des petits moyens, forcément. Mais je me suis dit, ceux-là, faut que je les suive. Bon, malheureusement, comme je le disais dans l'intro, t'es du genre à faire une vidéo tous les 36 du mois. Donc forcément, elles sont très attendues à chaque fois. Mais bon, on va y revenir à ta chaîne YouTube. Moi, d'abord, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. On l'a compris, tu es passionné de bagnole. Un petit peu. Tu es passionné de bagnole. Je suis passionné, ouais. Alors, comment est apparue cette passion? C'est depuis la plus tendre enfance? C'est ça, ouais, c'est un truc d'enfance, là si tu peux rajouter des violons après au montage, ça sera parfait. C'était forcément, moi j'ai jamais été trop proche de mon père et puis c'était un peu le seul truc qu'on partageait, tu vois, les voitures. Donc tout de suite, tu te mets à regarder ça petit. Moi j'ai fait du karting aussi, quand mon père avait encore un petit peu de sous, il m'emmenait au karting. Ouais. Bon, après on avait plus de sous donc on n'allait plus au karting. Les violons encore. Encore les violons. Je vais le faire. Très important les violons. Et puis cette passion elle m'a jamais vraiment quitté. Même si je suis très vite devenu un citadin qui vit à Paris, donc à Paris, moi, c'est compliqué. Dans tous mes amis, je suis le seul qui aime ou qui parle de voiture, ou qui a juste le permis, juste dans mes amis, quoi. Donc c'est une autre philosophie. C'est comme ce même avec le mec qui est tout seul dans un coin de la salle pendant une fête. C'est totalement ça, quoi. C'est le seul à aimer la bagnole, quoi. Donc moi, ça fait toujours beaucoup plaisir, tu vois, de pouvoir. C'est pour ça que Bagnole aussi est né à la base. C'est tous mes amis qui aiment l'automobile et qui connaissent pas ça. C'est de pouvoir leur montrer ce que c'est l'automobile, mais d'une manière qui les intéresse. Donc, forcément, avec un beau paquet cadeau, qui est un peu la forme, et en essayant maintenant de rajouter un peu plus de fond que les épisodes dont tu parlais, tu vois, il y a 5 ans, qui étaient un peu plus des prétextes à gags autour de l'automobile, alors que maintenant, on préfère faire une émission automobile avec des gags dedans. Et trouver un angle. Voilà, c'est ça. Et puis essayer de raconter des histoires de créateurs, de designers, d'ouvriers, de marques. C'est hyper important. Moi, je trouve ça beaucoup plus stimulant. Ça parle un peu plus de bagnole aujourd'hui, on va dire, qu'avant. Avant, c'était un petit peu plus léger. Est-ce que à un moment, l'idée t'a traversé l'esprit quand tu as grandi d'en faire un métier de la bagnole, ou pas du tout? Jamais. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis gamin, j'ai envie de faire de la télé. Ça, c'était pour petit, je me disais, il y a les bouchers, il y a les plombiers, il y a les infirmiers et il y a les animateurs télé. C'est normal. Enfin, c'est un métier, c'est logique. C'est un métier comme un autre. Mais si tu veux, c'est quand tu arrives à 15 ans et que tu as ton conseiller principal d'éducation qui te donne une feuille A4 en te disant quel CAP ou BEP tu veux faire de ta vie, tu vois, puis t'es là, tu dois décider maintenant, parce que c'est pas demain. Et tu te dis, ok, là, il est en train de me demander ce que je vais faire ces 20 prochaines années, en fait. Il n'y a pas de CAP dans un bureau de télé, quoi. Et puis, il n'y a pas ça, quoi, tu vois. Donc, si à un moment, t'es pas dans un milieu ou qu'en tout cas, t'as pas un dossier béton, tu peux pas rejoindre, en tout cas, des écoles publiques. Et puis, les écoles privées, c'est une fortune. C'est du 6 à 8 000 € l'année, tu vois, et ça peut partir même beaucoup plus haut. Donc, c'est vrai que ça a toujours été mon envie de faire de la télé. Le jour où j'ai découvert Top Gear, quand j'avais, 12-13 ans à l'époque, parce que, alors, même quand on avait plus de thunes chez moi, on avait encore Canal Satellite. Ah oui. Il y a une priorité, tu vois, quand même, au niveau de mon père, qui est très très bonne.
Et puis voilà, et puis moi je me souviens de mon père qui a regardé Clarkson tester une vieille Rolls-Royce, t'expliquer, te dire bah voilà pourquoi vous achetez une Toyota Corolla pour le même prix d'occasion, vous pouvez avoir une vieille Rolls-Royce, et puis il te dit regardez c'est génial, la moquette elle est épaisse, et puis quand vous avez une Rolls-Royce vous faites des trucs de gens qui ont une Rolls-Royce, et puis il arrive à l'inauguration d'une piscine municipale d'un village en Angleterre, et puis là il fout la Rolls-Royce directement dans la piscine. Et moi si tu veux j'ai 12 ans, je vois mon père horrifié, me dire mais c'est quoi, c'est débile. Et moi je me vois mais mort de rire, je me dis c'est qui ces génies, tu vois. Mais finalement en fait on regardait ensemble, on continue de regarder ensemble ce truc, tu vois. Et bah le jour où j'ai compris que, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte, moi je suis un passionné d'automobile et je suis un passionné de télévision. En 2004 en France on avait Automoto qui parlait pas de moto, on avait Turbo qui est dans la forme éditoriale quasiment la même qu'aujourd'hui. Et en Angleterre, ils avaient Top Gear UK. Ils avaient Top Gear. Ils avaient même Fifth Gear, qui était une émission sur Channel 4, je crois, à l'époque, qui était déjà une très bonne émission, mais qui malheureusement a souffert d'être en concurrence avec Top Gear. Et nous, on avait Turbo et Automoto. Moi, ça me fend le cœur, même si j'ai un profond amour, tu vois, pour Top Gear, pour Turbo et Automoto. Mais il y a un gap, il y a un level, il y a une autre façon de raconter les histoires. Et c'est pas du tout les mêmes flux. Turbo, ils font forcément, je crois, 40 émissions originales par an. Top Gear, c'était 10 émissions originales par an. Donc, c'est pas les mêmes logiques de production, c'est pas les mêmes budgets, ça n'a rien à voir. Mais si tu veux, Top Gear, qui était une émission qui, à la belle époque, était regardée par 350 millions de téléspectateurs. Top Gear, c'est pas juste, c'est une institution. C'est la licence la plus vendue et regardée comme telle. Hors réadaptation, parce que par exemple Danse avec les stars, toute réadaptation, ou American Idol, là Top Gear UK c'était 350 millions de téléspectateurs en cumulé sur des saisons. C'est incroyable. C'est des scores de Super Bowl. C'est des scores de Super Bowl. Et on est passé à côté en France de ça jusqu'à très tard, et t'avais que Discovery Channel qui diffusait ça justement sur Canal Satellite. Donc gloire au groupe Canal Plus de l'époque qui avait fait des très bons choix de chaînes. Et c'est vrai que quand à l'époque, tu te rends compte que ces gens-là arrivent à faire rire avec l'automobile, arrivent à divertir avec l'automobile, arrivent à te foutre les poils avec du beau montage, avec des trucs. Moi, je regarde encore des épisodes qui ont été produits en 2006 de Top Gear UK. C'est tellement beau, c'est encore actuel, c'est encore bien rythmé, c'est encore une leçon, c'est une claque. J'en ai la chair de poule. Enfin, tu vois, je veux dire, j'en ai la chair de poule en t'en parlant. Top Gear, c'est un truc qui est vraiment, c'est ancré, tu vois. Et puis moi, j'ai un profond amour pour les Anglais en plus, donc c'est pouvoir le faire aujourd'hui quelque chose qui, moi, quand on me dit dans les commentaires on est le Top Gear français, ça me touche. Bah oui, tu vois, ça me touche que les gens me disent pas, vous avez voulu copier Top Gear. Mais plutôt que me disent ah bah vous êtes dans la lignée de ça. Et puis c'est vrai quand j'ai rencontré, tu vois, à l'époque Clarkson Damon Demey, justement grâce à Bagnole, moi j'y croyais pas, tu vois, je me disais ah ouais putain, même eux ils ont saisi, tu vois, que c'est un vrai c'est au-delà de l'hommage, tu vois, c'est une continuité même un peu de leur œuvre et de ce qu'ils ont pu faire, quoi. Mais c'est cool si ça se sent un petit peu, quoi. Ça fait très plaisir. Bon, tout ça c'est très bien, Top Gear, regarder à la télé, Canal 7 et tout, mais tes études n'ont rien eu à voir. Rien eu à voir. T'as fait quoi comme études ? Alors, mon père voulait que j'ai un diplôme. Et moi, j'avais pas... Passe ton bac d'abord. Voilà, passe ton bac d'abord. Alors lui, bon, il s'en foutait. Alors j'ai essayé de faire de l'hôtellerie-restauration, j'ai arrêté. J'ai essayé de faire de la coiffure, j'ai arrêté. Coiffure. Je te jure, je sais pas pourquoi. Je ris, hein, parce que je vois ta coiffure aujourd'hui et effectivement, c'était pas la bonne voie. Hein. Mais tout le monde se fout de ma gueule sur ma coiffure parce que depuis, j'ai la phobie des coiffeurs. Je te jure que c'est vrai, j'essaie de me couper les cheveux tout seul à chaque fois. J'ai la phobie des coiffeurs parce que j'ai failli être coiffeur et ça m'a dégoûté de ce métier qui est très dur. C'est très très dur, coiffeur, on s'en rend pas compte, hein, en fait. Toujours debout, toujours un peu se pencher. Voilà, et puis en fait ta clientèle c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes petits vieux qui se viennent vous faire couper de petits cheveux sur le haut du crâne et tout. Mais c'est très drôle, mais c'est vrai que c'est un autre rythme, c'est autre chose, c'est pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est drôle quand je vois des interviews de Fabrice Lucchini à l'époque qui parle de son métier de coiffeur, je dis ah bah oui, mais je comprends, j'aurais dû regarder en fait ces interviews directement et j'aurais pas perdu quasiment un an de ma vie, quoi. Donc non, c'est vrai que ça a été compliqué de dire à mon père je fais des vidéos. Moi, mon père il a su que je faisais des vidéos. En 2010, quand j'ai eu mon contrat chez 20 minutes et que je lui ai dit papa, au fait ça fait 4 ans que je fais des vidéos, je sais pas pourquoi, ça a bien marché, il y a des gens, ils m'ont dit bah écoute pourquoi pas, viens travailler chez nous et on te donne un CDI. Et quand je lui ai montré mon contrat, même lui il y croyait pas, tu vois, il a eu 2 secondes de attends c'est quoi l'enculade là? Parce que toi t'es fort en Photoshop, en tout ça là, tu peux faire n'importe quoi, je le sais, tu peux me manipuler, tu vois. C'est chanter qu'il était pas en confiance. Et moi tu vois là, du coup j'ai fait un BEP électrotechnique.
Donc rien à voir, tu vois. J'ai fait un petit peu d'alternance du coup dans une entreprise en plus ça de BTP. Donc voilà, ma vie On est très loin de Top Gear là. Ah ouais, et puis ma vie c'était vraiment le BTP. Et à l'époque, les vidéos avec Cyprien et Norman, tu vois. Oui, Moi, à parce l'époque, que d'ailleurs, du coup, il faut préciser que tu as commencé à faire des vidéos sur Internet en 2006. ouais, j'ai commencé en 2006. Bah, c'était l'époque, la préhistoire de la vidéo sur Internet. On est Ah oui, au oui, niveau c'est- du Minitel. Là. Ah oui, c'était vraiment, c'était bien. Là, on était au point zéro, quand on était sur Dailymotion. On était des Dailymotionneurs, je sais même pas. On était on était des podcasteurs à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Ouais. Mais c'est vrai que ce format, tu vois, dans la chambre ou dans le bureau où on enregistre des anecdotes de vie, des trucs comme ça. Ouais, Façon Norman, quoi. c'est ce qu'on faisait en Ouais. 2006, en Ouais. 2007. Ouais, Cyprien avait déjà balancé ce concept depuis très très longtemps. Cyprien, ça a toujours été le papa, hein, ça a été le patron de ce truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, moi quand j'étais en BEP, moi j'ai mis beaucoup de temps à l'avouer, tu vois. Là je t'en parle sans. À l'époque, moi j'avais honte de ça. Moi à l'époque, Cyprien, je lui disais pas que j'étais en BEP, tu vois. C'était, je lui disais non, je bosse sur Paris, ouais, je fais des trucs et tout, ouais. Parce que la honte, quoi. Tu vois, j'avais ma double vie. C'est-à-dire que même ma copine à l'époque, un jour, elle a appris par hasard, tu vois. Elle a appris, elle m'a dit, mais en fait, c'est quoi ta vie? Je fais, je suis en BEP, voilà. Et tu vois, parce que c'est. T'avais pas osé lui dire. Ah ouais, mais à personne. J'avais honte, quoi, parce que. C'est fou, ça. Ouais, tu sais, les filiales pro, moi, ça, j'étais en ZEP. Donc, dire que t'arrives en ZEP à la rentrée. Et je me rappelle de mon premier jour de rentrée, mon premier jour de BEP, où je te jure, j'ai pleuré. Je me suis posé dans ce stade à moitié décrépit, je me suis dit, oh là là, les odeurs de cantine, tout le monde déprimé, tout le monde s'est lâché un peu c'était Zombieland. Enfin, c'était vraiment, on nous lâche, en fait. La voie de garage, quoi. Ouais, on en a rien à foutre. C'est, ouais, asseyez-vous là, et puis si vous êtes pas là, on s'en bat les couilles, mon grand, qu'est-ce que je te dise, quoi. Oh. Donc c'était un peu triste. Et mon dernier jour, enfin, c'est ça, mon dernier jour de BEP, mais en fait, qui était mon premier jour, normalement, de bac pro, où j'avais déjà mon contrat chez 20 minutes qui était signé, où je savais que le lundi, je partais chez 20 minutes, et où j'étais à ma journée, tu sais, la première journée où ils te font visiter le lycée, j'étais là en mode, moi, je m'en vais, tout va bien. Moi, je suis. Donc, c'était ma petite revanche de l'époque, mais en vrai, j'aurais pense, de toute façon, dû être beaucoup plus sincère, parce que ça ne sert à rien, tu vois, il faut dire aux gens, au contraire. Je pense que les gens m'auraient plus aidé si je leur avais dit que je suis dans un truc qui ne me convient pas. Bien sûr, ouais. Plutôt que de me dire que si je leur dis que je suis dans un truc comme ça, ils vont se dire, ah, c'est quoi ce plouc, ou je sais pas, c'est quoi ce mec de Melun, là, parce que je suis un mec de Melun. Donc, Y a pas de mal. y a pas de mal, bien sûr. Moi, j'étais un mec de Noisy-le-Grand. Ah bah voilà, là on se parle un petit peu. C'est comparable. On est un petit peu le Nord-Pas-de-Calais de l'île de France, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, on est la Belgique de Paris, quoi. Nos salutations à tous nos amis du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique. Du Nord-Pas-de-Calais et de Seine-et-Marne. Voilà, évidemment. Non, mais ouais, c'est. Donc ça a été, si tu veux, ça a été compliqué d'avoir tout ce parcours-là, alors qu'aujourd'hui, je trouve que ça m'a forgé, en fait, tu vois, parce que ça me rend très bricoleur sur les tournages, donc ça me permet, bagnole, je fais tout seul, tu vois, et il faut des gens pour conduire les voitures, il faut des gens juste pour appuyer sur REC quand je fais les plateaux, tu vois, où je suis à côté des voitures, mais c'est tout. Le reste, je filme, je monte, j'écris, j'anime, donc c'est... En fait, avoir ce petit parcours professionnel un peu atypique, et puis ensuite raccrocher l'audiovisuel, ça m'a rendu un peu plus couteau suisse. Donc pour un truc comme bagnole, c'est parfait, en fait. C'était le destin. Tu vois, c'est Slumdog Millionnaire, tu vois, ce truc. Je pense vraiment. Mais parfois j'y repense et je me dis, même mes erreurs, parce que voilà, on fait tous des erreurs et puis c'est compliqué, tu vois, de mener un projet professionnel à bien, c'est hyper dur parce que t'as toujours des doutes, tu vois, quand j'ai rencontré les Anglais, j'avais, j'avais encore plus la pression, en fait. Tu vois, qu'autre chose. J'étais pas en train de me dire, ah génial, ils croient en moi. J'étais en train de me dire, oh putain de merde, non mais maintenant ils veulent que je fasse des vidéos, non mais c'est n'importe quoi, tu vois. On va y revenir. Tu vas trop vite là, raconte-nous ouais, plutôt, parce que là, on est beaucoup trop avancé. Raconte-nous un peu quel genre de vidéo tu faisais en 2006. En 2006, c'était vraiment podcast dans ma chambre, et je vais parler de l'amour, du métro, des grèves, des profs, voilà les trucs que ce qu'on appellerait un vlog aujourd'hui, quoi. Ouais, oui, c'est ça, un vlog, ouais, c'est ça. Slash billet d'humeur. Ouais, c'est ça, avec des petites blagues, des petits cuts, des petits jump cuts, des petits mots, c'est des mots écrits en énorme sur l'écran, et puis voilà, vraiment du podcast comme ça se fait encore aujourd'hui. Enfin, ce qu'on appelait podcast, mais c'était à tort parce que on était cons. Mais le format un peu vlog effectivement qu'il y a aujourd'hui, c'était ça. Ça, et puis après je suis apparu aussi dans quelques petites vidéos à la con, mais j'ai jamais été bon acteur. J'ai jamais été très bon auteur, c'est terrible, et je suis pas non plus un très bon réal, tu vois. En tout cas, surtout pas à l'époque, ça c'était sûr, quoi. Je n'avais aucune connaissance, même en montage et tout.
Donc c'était quand même très moyen. Tu vois, toutes ces vidéos, moi je les ai mis en privé parce que vraiment c'est. Non, je crois que je les ai supprimées même. Je crois qu'un jour, un soir de. Un soir de déprime, tu t'es dit, faut que j'efface j'ai mes laissé traces. j'ai laissé la toute première de 2006, de novembre 2006, je crois, parce que je me souviens encore. Ah, faut que tu me donnes le lien. Ah putain, elle est horrible. Faut que tu me donnes le lien. Elle est atroce. Elle est atroce. Ah là là là. Non, mais ça permettra de mesurer le chemin parcouru. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Oui, c'est clair. Bah déjà, il y a le rewind qui est encore en ligne, donc ça. Alors justement, le rewind, on y vient. Ah. Donc, tu faisais partie des pionniers de la vidéo alors sur le web français. c'est plus Cyprien et Norman qui faisaient partie des pionniers. Moi, je faisais des petites vidéos à côté. Mais disons que t'as été inspiré par eux. Je faisais partie des premiers. J'étais là quand il y avait de la lumière. T'as fait partie de ce petit club là, quand même. Et donc, tu as sympathisé avec Cyprien. Et justement, lui, à l'époque, il travaillait sur ce rewind. Il se dit, est-ce que tu veux me remplacer? Moi, je passe à autre chose. C'est ça que lui, en fait, il partait de chez 20 minutes. Il savait qu'il allait avoir des gens qui allaient candidater pour le rewind. Et le rewind, faut peut-être préciser un peu ce que c'est. Donc le rewind, en fait, c'était une chronique qu'avait créé Cyprien pour le journal 20minutes.fr, qui était une petite chronique d'actu insolite. C'était un peu, pour les gens qui ont la référence, une espèce de What the Cut un peu plus court, bien avant l'heure. C'était un genre de zapping du web, quoi. Un petit zapping du web, animé par lui, avec lui, voilà, qui réagit dessus, qui raconte des petites blagues. C'était très bien fait, parce que voilà, Cyprien, moi, depuis que je le connais, je le trouve très très inspirant parce qu'il a une inventivité et puis il a une direction, il a une vision, il sait où il va. Donc le rewind, c'était tout de suite très cadré. C'était tout de suite un programme établi avec un début, un milieu, une fin, des habillages. Donc moi, quand je l'ai repris, donc en juste sans vraiment de CV, en disant je vais vous présenter une vidéo. En fait, je suis arrivé chez 20 minutes en me disant ok, je vais pas l'avoir ce boulot. Je vais pas l'avoir, c'est sûr. J'ai 19 ans, j'ai même pas le bac, je sais pas écrire français, je vais pas l'avoir. Je me suis dit, ok, je viens avec une vidéo. Je leur propose une vidéo qui était une espèce de petit rewind comme avait fait Cyprien, mais un peu différent. Ça s'appelait Rien à spammer, un truc comme ça. Et puis ils me disent, non, mais nous, on veut faire un rewind. Et j'ai dit, ok, il est 15h. Demain à 15h, vous avez un rewind que je vais vous envoyer, que je vais tourner chez moi. Comme ça va vous montrer que je peux faire un truc comme ça tous les jours, tout seul, puisque l'idée, c'était que j'anime, je monte, je fais tout seul. Il fallait que je sois 100% autonome. J'avais aucune aide là-dessus. Et j'ai proposé ma vidéo, donc j'ai envoyé ma vidéo le lendemain à 12h30, tu vois, évidemment, pour faire le faillot. Et le lundi, ils m'ont appelé en me disant, tu viens le lundi d'après, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu le job. Donc je suis arrivé pétrifié, en ne sachant pas du tout où j'étais, entouré de collègues qui étaient j'avais Julien Méniel en collègue, qui maintenant fait Dans ton corps sur YouTube, qui est d'une culture folle, et puis voilà, c'est quelqu'un d'ultra intelligent. J'avais Romain, qui est maintenant aussi son cadreur dans l'émission, pour ceux qui connaissent, qui était un très très vraiment un pro du montage, et puis qui avait une musicalité dans le montage. Tu vois, si Bagnole aujourd'hui a cette musicalité, c'est aussi grâce à Romain que j'ai côtoyé pendant quasiment 3 ans chez 20 minutes, parce qu'il m'apprenait, voilà, c'est un rythme en fait. Il y a des temps, et ton oreille, elle a besoin de repos, elle a besoin de retomber, elle a besoin d'écouter, il faut jouer un peu sur tous tes sens, quoi. Il y a une vraie rythmique à trouver, et je trouve ça. C'était Alexandre Astier qui parlait de Top Gear la dernière fois sur France Inter, et qui parlait justement de cette musicalité de Top Gear, et je trouve ça fou parce que c'est quelque chose que je me suis toujours remarqué, et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un en parler, et en plus de ça, c'est Alexandre Astier, putain. Comment on peut pas faire mieux, quoi. C'est tout ce qu'on aime dans le même truc. Et c'est vrai que en arrivant chez 20 minutes, en étant paumé, je te dis, en sachant à peine écrire, enfin j'exagère, à peine écrire français, mais en tout cas en étant vraiment à un niveau de culture, on va dire, inférieur à tous mes collègues. J'avais 19 ans, même les gens en stage chez 20 minutes avaient 28-29 ans. Donc moi j'étais pétrifié, et je faisais comme si tout allait bien. Pas facile à vivre, sur le plan personnel. Pas facile à vivre, quoi. Pas facile à vivre, et puis c'est terrible en fait, c'est de l'ego, en fait qui parle. Ça, c'est ce qu'on apprend avec le temps à perdre, en fait, je pense, c'est l'ego. Et du coup, pas dire aux autres qu'on a peur et qu'on a besoin d'aide et tout. Je suis quand même resté 4 ans et demi, et je suis parti un jour un peu en me disant, mais de toute façon, c'était nul, ce que tu fais, c'est nul, t'es pas bon, t'as repris le truc après Cyprien, t'as juste plombé le programme. Je quitte le rewind, la personne qui reprend le rewind derrière, c'était Cyrus North, qui est aussi un youtubeur. Ça a duré quand même 4 ans, hein. Ouais, si t'avais été nul, t'aurais pas tenu 4 ans, hein. Ouais, moi je me demande comment 20 minutes m'a patège. Je pense que c'était par gaieté de cœur, ils ont dû se dire, le pauvre, si on fait ça, il va finir SDF. Enfin, vraiment, je te jure, mais je me disais des trucs comme ça. Je pense qu'ils s'en fichent, hein. Oui, bien sûr. L'important, c'est que ça marche, hein. Oui, bien sûr, ils font pas une association caritative.
Et en plus ça derrière, voilà, moi j'avais Cyrus North qui avait repris le programme, qui était hyper intelligent, youtubeur, voilà, avec beaucoup plus d'intelligence et de, j'ai pas envie de faire une échelle d'intelligence, mais en tout cas beaucoup plus de culture que ce que je pouvais avoir et que ce que je pouvais aussi insuffler au programme. Donc ça m'a encore plus plombé les pattes quand quelqu'un l'a repris derrière. Donc c'était vraiment, ça n'a jamais été vraiment mon bébé parce que c'était celui de Cyprien. Et en plus de ça, la personne qui l'a fait derrière moi l'a fait 100 fois mieux. Donc t'étais pas vraiment terrible aveu de faiblesse. L'aise, ah ouais, vraiment à me dire ok bah mais toi t'as envie, moi j'ai envie de faire de l'audiovisuel, mais est-ce que je suis fait pour l'audiovisuel? Et c'est vrai. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es mis un peu à faire du théâtre et du stand-up et... Ouais, exactement. Tu t'es dit si je suis pas bon à la vidéo, je vais essayer autre chose. Alors j'avais déjà fait un peu de stand-up en 2012. Ouais. Et par pur plaisir, juste parce que c'est quand tu viens du web et que t'écris des blagues et que tu sais jamais quand les gens rigolent, c'est hyper frustrant. Puis surtout que sur le web, enfin, je peux me permettre des blagues sur scène que je peux pas me permettre sur le web, dans la mise en scène, dans la manière de parler aux gens, dans la manière de leur faire un petit regard, puis ensuite de les amener à la tendresse, puis de leur mettre une grosse blague. Enfin, pareil, il y a une musicalité sur scène. Voilà, on en revient encore à ça, mais la musicalité aussi. Bagnole est aussi musical dans sa manière d'être écrit parce qu'il y a eu le stand-up dans ma vie. Parce que cette science de tomber, j'ai presque envie de te dire que n'importe quelle vanne est drôle. Mais il faut que tu la racontes bien, il faut que tu l'amènes bien, il faut qu'elle tombe bien au bon moment avec ta bonne voix, avec voilà, c'est un vrai bon défi, je trouve, la scène, parce que ça t'apprend une autre connaissance des gens, du rire. Bah oui, j'allais te dire, déjà, c'est une chose de faire des vidéos dans son salon, ou même à 20 minutes devant sa petite caméra et tout, c'est autre chose que de se mettre devant 10, 15, 30, 50 personnes et de monter sur scène, quoi. Oui, totalement, ça fait un peu peur. Moi, tu vois, la première fois que je suis monté sur scène, je me suis dit, ok, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la gloire, pourquoi est-ce que je suis là? Et j'avais envie de vomir, mais de vomir. Bah oui. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai envie de vomir, et je me dis, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je ne fais ça juste pour le plaisir. Et une fois que j'ai terminé, je fais, oui, je fais ça pour le plaisir. Tu vois, moi, je sais pas, j'ai joué peut-être une trentaine de fois sur scène, et j'ai eu que 2 fois qui se sont mal passées. Ouais. Vraiment mal passé, c'était les 2 fois avec la même personne, la 2 fois sa première partie, la pauvre, voilà, il y a 2 fois ça s'est mal passé, c'était pas le bon truc, tu vois, on a essayé une espèce de petit happening où je montais sur scène, qui veut faire ma première partie, puis en fait ça a pas eu tout marché, tu vois, parce que justement mon truc est très écrit et très, voilà, c'est pas juste un recueil de blagues en plus, tu vois, on essaye pareil aussi de raconter une histoire, tu vois, en stand-up, c'est plus du one man show en fait d'ailleurs ce que je fais. Que du stand-up où c'est vraiment de l'enchaînement de blagues. Mais bref, tout ça, si tu veux, la fin du rewind, commencer un peu à faire de la scène, essayer de se poser un peu d'autres questions et de se dire, bon bah je vais peut-être essayer de vivre un truc un peu différent ou un truc que j'aime vraiment. C'est ce qui m'a poussé à un moment, après plein de cheminements et de questions dans ma vie, tu vois, au milieu de tous les aléas de la vie, c'est ce qui m'a poussé à un moment à me dire, ah bah ouais, ça serait quand même cool de faire exactement ce que je veux, tu vois, ce que j'aime. Et c'est un peu comme ça qu'est né Bagnole. C'est un jour d'après-midi où on est en train de tourner d'autres sketchs pour autre chose qui n'ont rien à voir. On a réussi à motiver plein de bénévoles autour du projet parce qu'il y a du décor à monter, on avait besoin d'un drone, on avait besoin d'avoir des véhicules pour déplacer l'équipe, on avait besoin d'avoir un grand champ pour avoir de la place pour travailler. Et puis là, tout commence un peu à s'imbriquer dans ma tête et je me dis, attends, il y a des bagnoles, il y a un drone, il y a des micro-cravates, des caméras, on a un grand champ. Bah, est-ce qu'on ferait pas un truc, tu vois, qui parle un peu de bagnole? Et puis bah, c'est né comme ça, en fait. Tu vois, tout bêtement, quoi. Tout bêtement. Alors, oui. Puis après, il y a eu Highside après, entre-temps, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'est né Bagnole. C'est d'être tellement triste d'avoir fait que des trucs nuls avant. Je dis pas que Bagnole est bien, je n'ai pas la prétention de dire que c'est bien, mais j'ai plus de fierté à le montrer aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'y avoir mis plus de travail, de cœur, de travail de recherche, d'être entouré des bonnes personnes, des bons interlocuteurs. J'ai pas l'impression de me moquer des gens en leur montrant Bagnole. Voilà, je pense que ça, ouais. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez vous abonner à Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram et pour poser vos questions aux invités à l'avance. Et j'ai une question posée sur Twitter par United, mais on se la pose tous. Pourquoi ce titre? Oui, pourquoi Bagnole? Bagnole 2 fois. J'aime trop qu'il m'ait posé cette question, merci à toi. Pourquoi Bagnole? Donc, Bagnole, c'est né sur un coup de tête. J'avais mes potes en train de dormir sur la plage arrière de la voiture. J'avais ma copine qui conduisait la voiture de son père pour nous amener au tournage. Donc tout le monde nous avait aidé, avait ramené sa voiture et tout machin. Donc je suis dans la voiture, je commence à me dire putain, oui effectivement. Donc Bagnole est né grâce à mon ex, clairement.
Définitivement, pour plein de raisons. Déjà parce que moi je la rencontre, elle est fan d'opéra, moi je suis fan de Top Gear, donc rien à voir. Ouais. Et donc je lui parle de Top Gear, je lui dis bah voilà, moi ça fait partie des programmes que j'aime beaucoup. Et toi, elle te parle de Puccini et là t'es largué. Ouais, c'est ça, oui exactement. J'étais là. Madame Butterfly, très bien. Tu connais Richard Hammond? Il a fait des reportages sur les Butterfly d'ailleurs, c'est très bien, tu vois, tu vas aimer. Et c'est vrai que je lui en avais déjà parlé et c'est elle qui m'a dit bah regarde, là demain c'est ton anniversaire, parce que le premier épisode de Bagnole était tourné le jour de mon anniversaire. C'est ton anniversaire, t'as tout ce qu'il faut, t'as un chant, t'as 2 voitures rigolotes qui peuvent se comparer, t'as un drone, t'as un micro-cravate, voilà, go, écris, c'est à toi. T'as juste à faire ça. Si tu motives les autres, ils vont te filer un coup de main aussi pour le samedi. Elle t'a mis en confiance, quoi. Elle m'a mis en confiance. Et je me dis bon bah d'accord, donc je suis dans la voiture avec, donc j'avais les feuilles de préparatifs pour le tournage du dimanche. Hop, je les retourne et puis je commence à écrire ce qu'on allait tourner le samedi, qui allait être ce programme automobile, quoi. Puis je fais bonjour, bienvenue dans... Bon, je sais pas, ok. Je déroule le petit conducteur, qu'est-ce que je vais dire? Là, il y a une vieille voiture, là, il y a une nouvelle voiture. Bah, il y a peut-être un petit duel à faire, il y a peut-être un truc. Tiens, Sylvain, il s'y connaît pas en voiture, ça peut être drôle d'avoir ce petit sidekick rigolo qui me renvoie un peu la balle. Hop, ok, je l'inclus. Et puis là, je commence à chercher un titre. Puis je mets plein de mots, tu vois, je mets tête de Delco, Villebrequin, je mets tout ce qui me passe par la tête, tu vois. Puis je fais, putain, ça marche pas, ouais, je sais pas. Et puis je commence les mots anglais, dry, speed, gear, tu vois. Et puis là, mon ex, encore, elle, que j'aime encore de tout mon cœur, hein, on est encore très très proches, hein, on s'aime beaucoup, qui adore écouter Nostalgie en voiture. Et puis là, je fais, ok, bonjour et bienvenue dans un magazine sur les bagnoles et tout, dans lequel on va essayer... Puis là, il y a Voyage qui passe à la radio. Et là, je fais bagnole. Tiens, et puis je fais plus loin bien que la bagnole. Et ça devait être ça le générique à la base. Ah ouais. Et on n'est pas parti aussi loin finalement. On s'est dit, là, c'est too much. Tu vois, si on fait le générique, on l'avait rechanté et tout, on l'avait avec sur une instru. Enfin, c'était incroyable. Et puis là, je fais putain, bagnole. Et puis je regarde mon ex, je lui dis bagnole. T'en penses quoi? Elle me dit ouais, bagnole. Ouais, bébé. Ouais, je crois que ça le fait, ouais. Ouais, et puis voilà, ça s'est appelé Bagnole. Et puis là, je l'ai écrit bonjour et bienvenue dans Bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eux. Et je fais ça marche. Je crois que ça fonctionne. Ouais, ça marche, tu fais. Et ouais, et puis du coup, c'est vrai que bébé, et puis littéralement, ça, Bagnole, c'est vraiment mon bébé. C'est vraiment un truc sur lequel je mets mes tripes, tu vois. Donc ça marche bien comme petit pseudonyme. Et ouais, je me dis, c'est drôle, tu vois. À chaque fois que les gens me disent, tu fais quoi dans la vie, je fais un truc qui s'appelle Bagnole. Ils sont là, ils disent quoi? Forcément, ça fait sourire, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça parle de c'est quoi? bien parce que tout de suite, ça dit de quoi ça parle et on sent que ça se prend pas trop au sérieux. C'est ça. Tout est, oui. en 2 mots, tout y est, quoi. Et c'est ça, mais c'est exactement ce que m'a dit Sophie, hein, qui écoutera sûrement ça parce qu'elle a envie de surveiller ce que je dis. Bravo Sophie, et merci. Bravo Sophie, mais oui, qui m'avait dit ouais, ça te ressemble, c'est bien parce que ça, tout de suite on voit au moins que c'est rigolo et tout, et puis ouais, c'est né de voyage quoi. Donc merci Desirless, merci beaucoup, merci Nostalgie, c'est incroyable. Tu en parlais un petit peu juste avant, t'as aussi un petit peu à cette période-là bossé dans la TV. Ouais. Qu'est-ce que justement ce travail dans la télé t'a apporté dans la prod de Bagnole? Bah, alors moi j'ai eu la chance, moi j'ai toujours eu du cul dans ma vie. Du cul, c'est de rencontrer Cyprien, de rencontrer Sylvain. C'est-à-dire que Sylvain, ouais, super Sylvain, j'adore. C'est un talent de ouf. Si jamais, je me permets d'ouvrir une parenthèse, ça n'a rien à voir avec la bagnole, mais allez sur la chaîne de Sylvain, regardez les vidéos qu'il fait. Ces enquêtes, c'est incroyable. C'est des enquêtes, oui. Il est dans sa chambre, face caméra et tout, mais il y a de la post-prod, il y a de la recherche. Concis, c'est parfait. Voilà. Notamment, allez voir sa vidéo sur le business des éditions Robert Laffont. Exactement, ouais. C'est une masterclass, c'est génial. Donc voilà, fin de la parenthèse avec Sylvain, donc, qui était le guest de cette toute première vidéo que tu as tournée pour Bagnole. Totalement, donc j'avais beaucoup de chance, et puis il est drôle, quoi. Puis il est drôle, et puis même drôle. Il est, je sais pas si, enfin, je définis pas comme comédien, je pense, mais il est quand même bon, il est bon à l'image, quoi, tu vois. Vraiment, ça fonctionne et tout. Donc moi, j'avais beaucoup de chance, tu vois, d'avoir Sylvain à l'époque sur ça. On parlait de quoi déjà? On parlait de la télé et de ce que tu as apporté sur la prod de Bagnole. Putain, moi je perds mes mots. La parenthèse était trop longue, désolé. Ouais, non, mais c'est moi, je perds mes mots. Oui, en fait, il y a eu effectivement ces 2 premiers épisodes de Bagnole, mais dès le deuxième, on savait que éditorialement ça fonctionnait pas. Je m'étais pas posé les bonnes questions en fait de comment est-ce que ça doit fonctionner. Et j'ai eu la chance
encore une fois, de croiser le chemin de Bader Benlekal, qui est le créateur d'Highside. Highside, qui est pour l'instant, à ce jour, la plus grande émission moto de France. Hein, voilà, c'est comme ça. Sur quelle chaîne ça passe d'ailleurs? Alors, c'était sur RMC Découverte. Il y a eu 3 ou 4 saisons, je crois. Et RMC Découverte, malheureusement, a débranché la prise. Ouais, a débranché la prise, alors que c'est débile, parce que déjà, c'était la seule émission de moto d'Europe, en fait, à une chaîne sur une chaîne accessible à tous et en prime time. C'était une émission qui se donnait vraiment les moyens, tu vois, pour avoir travaillé dans le dur, chaque euro était dépensé. Tu vois, Bader, c'était un mec qui se payait 1800 balles par mois, quoi. Enfin, quel producteur, animateur se paye 1800 balles par mois pour tout remettre dans sa prod? Il y avait des gens dans l'équipe qui étaient mieux payés que Bader. Enfin, tu peux pas faire plus passionné. C'est mon modèle, c'est mon Nagui de la moto, comme je l'appelle. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce mec. Et j'ai eu la chance, en fait, il a découvert Bagnole. Il a compris, parce qu'il était très très fan de Top Gear aussi, il a compris cette notion de rythme. On a commencé à parler ensemble et on s'est dit que ça serait cool de bosser ensemble sur une saison d'Highside. L'idée étant que moi, à la base, je devais arriver dans Highside comme étant, aux États-Unis on appelle ça un showrunner, mais en France le statut de showrunner n'est pas vraiment reconnu. J'étais là en fait pour être la bonne parole de Bader entre l'écriture, quand lui il peut pas la gérer avec les autres animateurs, le tournage avec les cadreurs, puisque j'ai aussi un peu cette formation un peu technique, tu vois, de savoir comment est-ce qu'on place une caméra, donc de savoir comment est-ce qu'on va filmer les choses, et puis ensuite avec les monteurs. Donc j'allais carrément à Martigues chez les monteurs d'Highside pour aller avec ma petite clé USB, des effets, des glitches, des bruits, des sound design, des trucs en leur disant regarde, tac, tu vois, regarde ton montage, tac, tac, tu vois, leur expliquer un peu la tambouille. Et le problème, c'est que Highside, c'est une grosse machine, c'est forcément beaucoup d'inertie parce que on se rend pas compte, mais même 15 personnes déjà c'est énorme en fait sur un tournage. C'est déjà énorme. N'importe quelle personne qui a essayé de passer son BAFA comme je fais partie, tu vois, te dira que c'est très très dur déjà de bouger 15 personnes, 15 adultes. Et puis surtout, il faut à chaque fois gérer les problèmes techniques, puis ensuite les problèmes de montage. Et puis faire Highside, ça m'a permis de me rendre compte ce que c'était, parce qu'en fait Highside c'est quoi? C'est filmer un véhicule motorisé sur route, ensuite se poser quelque part pour, avec le véhicule à côté de soi, en parler, puis faire des plans aériens, des plans de circuit. C'est un Top Gear en fait, avec de la moto. Donc moi ça m'a permis de voir comment est-ce qu'on faisait un Top Gear en fait, de l'intérieur. Mais mon rôle principal dans Highside, qui était de garantir la bonne parole de Bader, d'essayer d'aider à ce que les textes soient un peu plus grand public, de faire en sorte que les animateurs jouent peut-être un peu mieux la comédie, tu vois, parce que moi j'ai peut-être un peu plus cette déformation de la scène qui fait que j'arrive un peu plus à me mettre en scène, alors que sur Highside c'était vraiment des vrais journalistes essayeurs, tu vois. En fait j'étais dépassé, ce qui fait que j'ai fait 1 an en fait d'Highside quasiment, où c'est un rythme, il y avait des semaines où on voyait pas le jour parce qu'il fallait rentrer les images, et puis la saison, si RMC Découverte a dit que le PAD, donc le prêt à diffuser, il est tel jour à telle heure, il est tel jour à telle heure. C'est pas, tu peux pas négocier une semaine. Tu peux pas l'appeler et dire ouais non mais la semaine pro c'est mieux, c'est mieux. Donc c'est vraiment, ça m'a appris tout ça, tous ces trucs d'avoir le directeur de programme qui t'appelle et qui te dit pourquoi c'est drôle. Et je conseille à n'importe qui d'aller voir, parce que... Pourquoi c'est drôle? C'est horrible comme question. Non mais tu vois, pourquoi c'est drôle, je conseille tout le monde d'aller voir ce sketch des Guignols avec Alain Degrève dans un bureau qui essaie d'expliquer à Jean-Marie Messier, je crois, ou au patron de Vivendi, pourquoi c'est drôle. Un cul à mouton. Et c'est exactement ça. Là en fait on était, tu vois, au téléphone avec le mec, le directeur des programmes qui n'est pas quelqu'un qui a fait de la télévision, qui est pas quelqu'un qui écrit des textes, qui est un mec qui vient d'école de commerce, et il te vient et il te dit pourquoi c'est drôle. Et toi t'as envie de lui dire mais c'est quoi ta question en fait? Elle est où ta question? Est-ce que tu laisses les créateurs créer? Rien au sujet. Non mais tu vois, est-ce que tu laisses les créateurs créer et toi tu viens comme un Parfois il avait des très bonnes remarques, attention. Mais de temps en temps t'es là en mode non mais là tu dépasses de ton cadre. Tu vois, quand on parle d'esprit canal. Moi, je suis un passionné de télévision. Moi, c'est ma Madeleine de Proust. Quand on parle d'esprit canal, ça n'existe pas l'esprit canal. Il n'y a pas d'esprit canal. C'est l'esprit Alain Degrève et l'esprit Pierre Lescure. C'est ça l'esprit canal, qui a été insufflé par le grand patron de l'époque. C'est tout. Donc c'est parce que à un moment, un grand patron a su dire à Alain Degrève et Pierre Lescure, ok, on vous laisse les clés. Donc et que ces gens-là ont su aller voir des créateurs et dire, ok, nous-mêmes on vous laisse les clés, on viendra juste en tant que conseil et comme dernier recours de non là vous allez trop loin, c'est n'importe quoi, vous barrez en couille. C'est dommage, tu vois, parce que du coup sur Highside très vite on se retrouvait avec Bader à se dire putain tu vois ce truc on l'a écrit comme ça, il est repassé en relecture,
on n'a pas eu les bons décors, et puis à la fin, entre le truc qu'on a écrit et le truc qui est diffusé, ça n'a plus rien à voir. Aïe. Et ça fout les boules. Ouais. Je te jure, c'est frustrant. Parce que du coup, tu termines des journées. Moi, je termine des journées en me sentant inutile, en me disant j'ai pas pu les aider comme je pouvais, je pouvais pas les aider comme je pouvais. J'ai pas réussi à leur mettre des blagues dans leur texte comme je voulais parce que je suis pas assez bon. Et puis que avec Bader, on se disait souvent, tu craches une voiture tu craches une voiture à 30 km/h dans une caravane vide, c'est drôle. Tu craches une moto dans une caravane vide, tu tues la personne ou tu la rends tétraplégique en fait. Oui. C'est pas drôle. Non. Donc déjà, la voiture permet beaucoup plus de vannes, Oui, tu vois, sûr. que la moto. Et on était à chaque fois bloqué à cause de ça avec Bader, parce que c'est vrai que la moto, c'est dur de faire rire sur la moto, et c'est dur de trouver des diffuseurs qui aujourd'hui te font confiance à 100% sur comment est-ce que tu vas raconter des histoires. Donc la combinaison des deux fait que pourtant Aïssaïd, malgré toutes ses qualités, est passé un peu à la trappe, alors qu'il fallait justement continuer de soutenir cette émission et continuer de multi-rediffuser les premières saisons, tu vois, pour créer encore plus d'engouement et tout. Ça a été un petit, je pense, un manque très, 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 très stratégique de RMC Découverte d'avoir arrêté Aïssaïd. Mais pour moi, ça a été une superbe école. Voilà. Mais je suis ressorti d'Aïssaïd déprimé, encore plus qu'avant. Tu vois, je te disais du rewind, là je suis sorti d'Aïssaïd, je me suis dit, tu te sers à rien, rien du tout, voilà. Et il s'est passé effectivement, je sais pas s'il faut en parler maintenant du coup, parce que c'était entre Aïssaïd et... Vas-y. Est-ce qu'on en parle maintenant ? Parce que du coup, donc, à la sortie du premier épisode et du deuxième épisode de Bagnole, donc en 2016, pardon, je fais un petit bruit de bouche un peu dégoûtant. Donc à la sortie des 2 premiers épisodes de Bagnole en 2016, j'avais eu un jour un coup de flip. Je regarde ma boîte mail et puis je vois un mail en anglais. Alors, je comprends rien. Tu te dis réclamation de droit. Ouais, c'est ça. Je me dis c'est une réclamation de droit. Ça parle de Jeremy Clarkson, de James May, de Richard Hammond, de Chop & Son qui était leur boîte de prod, de machin. Je suis oh là là, ça y est, ils sont tombés dessus. On va être pris pour plagiat, on va être machin. Enfin voilà. Donc je demande à ma copine Sophie, je lui dis écoute, tu peux lire le mail et tout parce que là je comprends rien. Voilà, ah oui, tu lisais pas l'anglais. Non, je lisais pas du tout l'anglais. En tout cas, j'arrivais pas à comprendre les subtilités. Et puis là, elle me dit. Bah écoute, ils sont hyper impressionnés par ce que t'as fait et ils veulent te rencontrer pour savoir comment t'as fait. C'est eux qui ont voulu te rencontrer. Ouais. C'est incroyable. Et là, je fais non, mais tu te fous de ma gueule. Tu sais, au début, je croyais pas. Tu sais, donc je reprends l'ordi, je traduis le mail sur Google Translate. Pour être sûr. Je dis, putain, ouais, merde, c'est ça qui est en train de se passer. Elle me dit, ouais, ils veulent que tu viennes à Londres, voilà, ils te proposent tel jour et tout. Est-ce que ça nous tente ? Je dis, bien sûr que ça nous tente. Tu dis, oui, tu te dis, bien sûr, où ils veulent, quand ils veulent, y a pas de souci. Et on est parti à Londres 2 semaines après. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que Sophie, quand je l'ai rencontrée et puis qu'on se parle des séries, des films qu'on aime, de nos trucs un peu d'anthologie, et que je lui parle de Top Gear, bah on se retrouve 1 an plus tard à les rencontrer. Incroyable. C'était inespéré. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça va, après j'ai ça, pleuré. Après ça, t'avais plus le syndrome de l'imposteur, là, c'était bon. Mais si, encore plus. Ah ouais, c'est ouf. Si, encore plus, si, parce que du coup, je les rencontre, je pleure, je dis n'importe quoi, je suis stressé, je bafouille, je dis n'importe quoi, tu vois. Normal. Puis moi, j'avais plein de questions en plus à leur poser, tu vois, et puis c'est drôle parce que James May disait non, mais moi j'ai des questions à te poser, mais quand vous êtes combien ? Ils comprenaient pas, tu vois. Ils disaient vous êtes 4 ? Je dis bah ouais, on est 4. On a un drone, on a un truc, voilà quoi. Et à la sortie, c'est vrai, de ces entretiens avec eux, et puis après, ça, j'avais rencontré des gens de la prod à l'époque de The Grand Tour. J'avais croisé leur producteur, Andy Willman, tu vois, moi, qui sont un passionné de télé, ça veut dire quelque chose. Enfin, tu vois, ce qui manque aujourd'hui à Top Gear France, ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'émissions, c'est un producteur. C'est hyper important, il faut un producteur. Il faut quelqu'un qui arrive vraiment à poser sur la table les forces et les faiblesses, tu vois, de toute une équipe, et qui arrive à toujours avoir l'âme du programme, tu vois, en tête. C'est hyper important, quoi. Donc c'est pour moi, c'était inespéré. Jamais j'aurais pensé ce samedi 9 avril, me dire ah ouais, un jour je vais la rencontrer grâce à ça. Jamais. C'était inimaginable. Donc et puis voilà, et puis d'avoir voilà, pouvoir partager ça, tu vois, leur poser des questions, quoi, leur demander, mais à la sortie de ça, j'étais encore plus mal. Parce que du coup, quand James May dit allez, maintenant il faut sortir des vidéos, faut y aller. Ah ouais, le 2, là j'ai pas bien compris. Puis je lui explique, je lui dis écoute, le 2 on n'a pas pu le tourner, je l'ai pas du tout tutoyé. Enfin, de toute façon on peut pas tutoyer en anglais. Non, en anglais non. Mais tu vois, j'étais pas du tout aussi serein que ça. Hein. J'étais là, because you know the things we make the video. Je vois très bien. J'étais vraiment pas bien. Et voilà, j'essaie de lui expliquer qu'on n'avait pas pu tourner la vidéo comme on voulait, donc on avait dû faire une fin un peu bâtarde, à raccorder un peu n'importe comment.
Mais j'étais encore plus stressé, je me disais, mais il faut que je sois à la hauteur, en fait. Et tu vois, moi je me compare pas du tout à YouTube. Mais c'est pas de l'ego, hein. Bagnole, je me mets pas du tout en concurrence avec ce qui se fait sur YouTube, je me mets plus en concurrence avec ce qui se fait potentiellement sur un Drive to Survive, tu vois, dans cette manière de storyteller les histoires automobiles, ou The Grand Tour qui reste encore la référence aujourd'hui. Quand tu vois les magnétos, enfin les reportages qu'ils ont fait par exemple sur l'histoire Audi versus Lancia en groupe B, elle est magnifique, elle est documentée, elle est incroyable, enfin il y a qui fait ça en fait aujourd'hui en automobile, ça reste les patrons. Ou le spécial sur Senna qu'ils avaient fait à la sortie du film, c'est qui était formidable, qui a même tiré les larmes de Lewis Hamilton quand même. Totalement, enfin ça reste les patrons. C'est comme ça, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas les aimer, ça reste, ils sont à des années-lumière de tout ce qui se fait ailleurs. C'est leur charisme, c'est leur manière de raconter leurs histoires, il y a une vraie envie, quoi. Mais du coup, de les rencontrer et puis de sentir ça, de sentir à quel point c'est en eux, c'est profond. Ils racontent des histoires automobiles parce qu'ils ont envie d'en raconter. Moi, je suis sorti de ça avec encore plus de stress. Derrière, j'enchaîne avec Highside. Je ressors d'Highside au bout d'un an en me disant « t'as servi à rien sur ce tournage ». Je peux t'assurer que j'étais pas bien dans ma vie, quoi. Ça a été des gros moments où je me disais ça ne sert à rien, quoi. Et c'est ma rencontre aujourd'hui avec FX qui est le producteur, qui est mon associé mais qui est aussi un de mes meilleurs amis, qui est donc François Xavier, qui est le créateur des Alpinistes. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un épisode sur Alpine pour le retour de l'émission, parce que c'était plus simple d'avoir une Alpine aussi par les alpinistes que de passer directement par le constructeur, ce qui oblige à un moment d'être en corrélation avec le constructeur. Tu vois, moi je veux pas parler avec les constructeurs, c'est FX qui gère tout. Tout. Voilà, je lui fais 100% confiance. Si un jour il y a un détournement de fonds, c'est lui. C'est forcément lui. Mais c'est enregistré, c'est voilà. bon. Mais moi je parle pas aux constructeurs. Tu vois, là, on a un épisode sur Mazda qui arrive bientôt. On a des voitures par le constructeur. Moi je parle pas avec le constructeur. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... Je veux pas en savoir, tu vois. Et je veux pas envoyer des textes. Ça, c'est hyper important, tu vois. S'il y a des blagues qui sont peut-être un peu touchy, tant pis. C'est le public qui va juger si elles sont touchy, c'est pas la marque. Tu vois, c'est hyper important, je trouve. Mais voilà, mais du coup, ça a été le gros stress, en fait. Tu vois, tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Entre je quitte 20 minutes et puis finalement je pars dans autre chose et puis bagnole me dépasse et puis je rencontre Clarkson Damon Demey, surtout James May, au final c'est avec lui on avait énormément parlé. Derrière je fais Highside, c'est un peu un rêve de gamin parce que Highside, même si ça parle de moto, c'était génial et puis moi ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur la moto et du coup à terme un jour de vouloir mettre de la moto dans bagnole, tu vois, que bagnole ne soit pas qu'un programme bagnole justement. Du coup ça doit être un moto, comment tu vas faire? Déjà on veut faire un épisode spécial qui s'appellera non c'était quoi, c'était Bécane bien oui sûr, forcément. c'était un pote qui m'a dit ça, il m'a dit tu veux pas faire Bécane je fais bien sûr. On veut faire Char aussi quand on ira au Québec. Ah ouais non mais attends on est parti là, ouais. Et puis là du coup c'est vrai que là d'avoir trouvé FX qui a su me prendre par la main et me dire ça va bien se passer. T'inquiète. T'avais besoin de quelqu'un qui te tape sur l'épaule et qui te dise vas-y, qui me tape sur l'épaule et puis qui comprenne. Tu vois, l'épisode Alpine, c'est quasiment 7 jours de tournage. Et justement, voilà, c'est bien, tu me mets des questions sur un plateau, c'est formidable. Parce que cette question-là, elle est récurrente chez les internautes à qui j'ai annoncé « Hey, je vais avoir Samuel Robé de Bagnole dans mon podcast », notamment Benoît et Martin qui apparemment crèvent d'envie de travailler avec toi. Mais bon, avec plaisir. Je vous mettrai en relation, il n'y a pas de problème. Combien de temps pour monter de A à Z un sujet comme par exemple le dernier que tu as fait sur la Radicale et le Spider Renault Sport? Alors c'est marrant parce que la Radicale et le Spider finalement c'est ce qui a demandé le moins de boulot. Ouais, parce que quand on voit il y a quand même différents lieux, c'est tourné sur plusieurs jours, on voit bien, c'est quand même une prod, je veux dire, voilà, il y a du taf, quoi. Tu sais, moi j'adore le fait que tu sais jamais où tu vas après. Moi j'adore ça, j'adore laisser la surprise, c'est pour ça que même dans les teasers on montre très très peu de trucs, c'est des teasers toujours très courts. À la base par exemple l'épisode Alpine il s'appelait pas du tout comme ça, il s'appelait pas du tout une Alpine en mieux ou quelque chose comme ça, je sais plus comment on l'a renommé. On avait mis un autre titre justement pour que les gens ne sachent même pas en cliquant sur la vidéo qu'on allait parler d'Alpine. Enfin, en vrai YouTube ça ne marche pas comme ça, il faut quand même annoncer ce que les gens vont voir. Et en termes de temps de travail, par exemple la Spider c'est une journée de tournage, mais en fait on est arrivé à 15h, on est reparti à minuit et demi. Ouais, donc, une journée en décalé. Une journée un peu en décalé, d'où la lumière très couchante. Sachant que tous dans l'équipe on avait déjà un peu essayé le modèle et puis on s'était déjà renseigné dessus, on avait déjà fait le tour. Mais là le tournage pur et dur, parce que souvent on essaye les modèles avant. Voilà, en off.
et comme ça nous permet après de revenir Être direct tu dans le vois, bain, direct dans d'avoir le bain. déjà l'écriture. Exactement, comme ça c'est plus efficace, ça nous permet d'avoir les vrais avis, ça t'as un vrai ressenti, et puis ça te permet de tester aussi la voiture dans d'autres conditions en plus du tournage. Très Donc peu de place à l'impro du coup sur un tournage quoi. il y a pas d'impro, enfin s'il y a de l'impro, tout est écrit à la virgule près, les plans, les trucs, même parfois je me dessine les plans et tout. Surtout que voilà, je tourne tout, je fais les travelling, c'est-à-dire quand tu vois la voiture qui roule, c'est pas moi qui la conduis. C'est sûr et certain, parce que c'est moi qui la filme. Donc ça peut paraître un peu bizarre, tu vas te faire ça, mais je privilégie la belle image, tu vois, à juste moi me voir dans la voiture, en train de faire le con, et de regarder la caméra. La Spider, bah, tu vois, c'est une journée de tournage, et la Radicale, pareil, une journée de tournage, mais en Belgique à Spa, tu vois. Donc là, c'est un peu plus long, et tu vois... Comment tu convaincs les mecs de Spa, Francorchamps, de dire c'est bon Oh, c'est de la chance, hein. C'est de la chance. C'était Cyrus Racing qui est notre partenaire sur cette vidéo. Adorable, Pierre, qui nous a réussi un petit peu à nous ouvrir un peu les portes de Spa. Mais à la base, on devait tourner sur Spa, hein. À la base, on devait tourner sur Spa avec la Radicale. C'était ça En fait, c'est drôle de voir. À la base, l'épisode Radical n'était pas du tout comme ça. J'ai écrit un épisode. Il y a certains épisodes, je les appelle les épisodes à la Top Gear, où c'est vraiment un épisode, je trouve, à la Top Gear, où il y a plein de scènes qui s'enchaînent, tu vois, où on essaye de mettre une Radicale dans la vraie vie, et en plus de ça, on la teste sur circuit. Sauf que bah t'arrives, il y a un truc qui démarre pas, lui il a pété un truc, il pleut trop, il bidule, t'as pas les bons pneus, non, oui, et puis voilà, ça y est, la journée elle est plantée, donc t'essayes de tirer les images que tu peux, et bah c'est vrai que cette question, est-ce qu'on peut faire des courses avec une voiture de course, je me suis dit, bah ouais, en fait, je crois que, vas-y, viens, on va... Et on est parti totalement sur autre chose, et du coup on a fusionné un peu deux idées pour en faire une, et essayer de raconter une histoire. Pareil, c'est hyper important, faut te raconter une histoire, faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Pourquoi est-ce qu'on te parle de ces voitures ? Parce que bah, la Spider comme la Radicale, qui sont des voitures que tu peux avoir, parce que la Radicale elle est en street légal, donc tu peux très bien l'avoir sur route ouverte. Ces deux voitures qui sont là pour te rappeler que l'automobile, c'est parfois juste fait pour se faire plaisir. Voilà, on a une histoire à te raconter. Ça, c'est hyper important. Mais là, c'est de la chance d'avoir que 2 jours de tournage, parce qu'Alpine, il y a même des plans qu'on n'a pas gardés dans la vidéo. La vidéo devait être beaucoup plus longue. On devait avoir plein de séquences. Enfin, on devait avoir tout un duel vraiment avec l'Alfa Romeo, avec les mêmes trains de pneus. On devait mettre la voiture en souffrance. On devait drifter avec. Enfin, ça devait... La vidéo devait faire 6 ou 7 minutes de plus. Ah ouais. Tu vois, il y avait encore un énorme pavé. On devait être... notre objectif, ça aurait été d'être la meilleure vidéo Alpine. D'être incontestablement la meilleure. Tu vois, on devait faire un duel normalement, non pas avec une 4C, une Alfa Romeo 4C préparée, mais avec une Porsche 718 S, je sais plus, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas trop un Porsche addict. Bah là, tu vois, l'Alpine, 11 minutes de vidéo, c'est 7 jours de tournage. Ouais. Il faut avoir les gens qui te soutiennent. Hein. Et bah justement, c'est parfait. J'allais te poser la question d'après, c'était voilà, sur un tournage comme ça, c'est combien de personnes, c'est quel matos tu utilises, mets-nous un peu dans les coulisses. On est à peu près 250, tout est tourné normal. en IMAX, hein, ça c'est logique. normal. Voilà. C'est James Cameron qui te fait assistant réalisateur ? Non, là, on est parti de Christopher Nolan quand même, on n'est pas si prétentieux, tu nous prends pour qui ? Non, on est au minimum 3. Puisque pour filmer une voiture qui roule, il faut une autre voiture avec quelqu'un qui la conduit et quelqu'un qui filme la voiture qu'on filme. Et moi, je suis dans le coffre ou à la fenêtre, comme tous les youtubeurs ou même les grosses émissions automobiles d'ailleurs passent la tête par la fenêtre. Ou les photographes dans la presse auto. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est un classique. Déjà parce que ça serait plus dur de former quelqu'un à faire de l'image en mouvement de voiture. C'est un métier, c'est très dur. Moi, ça fait des années que je m'entraîne, quoi. Tu vois, vraiment dans des petits ne pas clips. gerber en filmant une bagnole. Oui, mais c'est marrant, il y a plein de gens qui ont le mal à regarder leur écran et tout, moi pas du tout. Et puis bon, j'ai fait des petits clips, des petits trucs comme ça à droite à gauche pendant tout ce temps, ou des petites vidéos, donc qui m'ont permis à chaque fois de me former quand même sur des petits trucs. Mais là, c'est vrai que prendre le temps de former quelqu'un d'autre de nouveau, c'est dur. Et puis demander à quelqu'un de prendre le risque de se mettre en danger en faisant du travelling, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, j'ai pas envie de dire à quelqu'un passe ta tête par la voiture. Oui, les 3/4 du temps ça se passe bien, 100% du temps ça se passe bien. Mais le jour où ça va mal se passer, qu'est-ce qui va se passer ? Moi je préfère que ça soit mon bras qui soit arraché, tu vois, pas celui d'un mec que j'aurais dit allez, je te paye un sandwich triangle et puis on va tester des bagnoles, tu vois. Donc ça me semble plus normal, on va dire, tu vois, de faire ça, quoi, au moins d'être un peu carré, on va dire, tu vois, même si on n'est pas carré, on est d'essayer de l'être un petit peu, quoi. Et alors tu tournes avec des vraies caméras
Alors, on a des appareils photo, on tourne Ouais. avec, alors si on veut être précis, là on a des Sony A7S et Sony A7R3, je crois. Ouais. Le 7R3 c'est celui d'un ami, la 7S c'est le mien, où c'est un peu toutes mes économies que j'aime bien. Ce qui est bien avec la 7S2, c'est que c'est aujourd'hui un boîtier qui coûte dans les 8 ou 900 euros sur le bon coin, on peut en trouver. Faut faire attention parce que souvent ils sont très rincés, mais c'est des boîtiers qui marchent très bien en basse lumière. C'est des boîtiers qui sont stabilisés au capteur et à l'optique si vous avez les bonnes optiques. Sur un Ronin, c'est un plaisir à utiliser. Et c'est pas si coûteux que ça, quoi. Maintenant, même le Ronin, je crois que c'est le SE qu'on a là, le SC, il coûte 350 euros. Je l'ai acheté sur le bon coin à 150 euros. Attends, 180 euros, je l'ai acheté sur le bon coin. T'arrives à te faire un petit kit vraiment sympa. Sans te ruiner, pour 1500 euros, tu peux te faire un petit truc où tu fais quand même de la. Enfin, tu vois, tu le vois un peu dans Bagnole. On est aux limites du boîtier. Tout le temps, on est aux limites du boîtier. Je peux pas aller beaucoup au-dessus. Puis de temps en temps, il y a des problèmes de gestion de couleur. Et puis moi, je suis pas étalonneur non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et après, là, on est en train de changer un peu notre fusil d'épaule, mais on a des petits boîtiers son d'enregistrement. Là, je crois que c'est Tascam, ceux que j'ai achetés. Je me rappelle même plus. Et c'est des petits boîtiers, tu vois, qui t'évitent que le son sature. Donc ça t'évite d'avoir un ingé son avec toi. Tu vois, c'est la technique aujourd'hui est tellement plus simple que ça te permet de. J'ai besoin de quelqu'un derrière la caméra juste quand je tourne debout à côté de la voiture. J'ai besoin de quelqu'un quand tu fais tes pour plateaux, checker. On a des plateaux parfois qui étaient flous, qui étaient surexposés parce que justement, j'ai pas de professionnel moi derrière la caméra. Donc, nous, il y a des plateaux, par exemple le plateau Alpine, on l'a recommencé 3 fois. 3 fois, il y a eu des problèmes. Soit j'étais pas dans le jeu, soit j'étais flou, soit j'étais surex. Il y avait jamais un truc qui allait, quoi. Donc horrible. Et c'est compliqué quand même de trouver des techniciens, tu vois, en image. Donc avec ce petit matos, on arrive à faire ça. On a 2 panneaux LED chinois à 150 balles, je crois les deux, tu vois, mais qui sont quand même assez bien pour commencer à faire un peu de lumière. Et c'est tout, quoi. Et une machine à fumer Amazon qu'on n'a pas encore utilisée. Je suis trop triste. une machine. Ah oui, une machine à fumer. Une machine à fumer, tu vois, ça t'apporte un petit peu de. J'ai envie de jouer avec de la fumée ou des fumigènes ou des trucs comme ça. Grave. Et puis, tu vois, c'est cette envie en plus de ça de filmer. Que comme je te disais, tu vois, moi j'ai un lien très enfantin avec l'automobile. J'ai un lien un peu vraiment, j'ai un lien véritablement direct avec mon enfance. Et tu remarqueras que Bagnole est souvent filmé à hauteur d'enfant. Et c'est une volonté. Tu vois, dans la manière de montrer les voitures, on est toujours à ras-le-sol. Dans la manière de me filmer moi, on est toujours comme ça. Tu vois, parce que j'aime bien ce côté un peu comme si tu regardais dans le trou d'une serrure ou que t'étais un petit gamin, tu vois, qui découvre l'automobile comme ça. Et c'est des petites choses, mais à force, tu vois, avec notre matériel, de savoir comment l'utiliser, on arrive à maîtriser des petits tics de réalisation comme ça. Voilà, mais c'est petit à petit. Ça se fait. On apprend encore, en tout cas. On est vraiment encore en train d'apprendre, quoi. Il y a encore des grosses erreurs de tournage ou de montage. Et c'est pas que le matos, tu vois, qu'on a qui commence un peu à être dépassé, parce que la 7S2, je crois il va bientôt arriver sur ses 8 ans, là. Donc voilà, ça commence un peu à fatiguer. On n'a pas de drone, ça c'est dommage, ça manque beaucoup pour l'instant, je trouve, le drone dans Bagnole. Parce que c'est bien pour montrer des courses, des trucs comme ça. Moi je suis pas trop fan forcément du drone FPV que je trouve un peu surutilisé maintenant en ce moment. Mais voilà, on n'a pas énormément de matos, quoi. On fait ça un peu avec les moyens du bord, et puis évidemment mon ordinateur portable pour pouvoir monter les vidéos, quoi. Parce que ça, par contre voilà, Bagnole, c'est beaucoup de couches d'étalonnage, tout est rattrapé tout le temps, en fait. Toutes les erreurs qu'on fait au tournage sont rattrapées après au montage, en fait, tu vois. Comme le format cinémascope que moi que j'apprécie beaucoup. Il est pensé dans l'émission pour que tu puisses regarder l'émission sur ton téléphone en full screen. Tu sais, parce que maintenant les téléphones ont un format un peu à eux. Donc tu peux le regarder en full screen. Mais si tu le regardes sur un écran 16:9 et que tu as les bandes noires, de temps en temps, tu auras des petits bonus, des petites choses qui vont s'afficher, tu vois, ou les bandes noires qui vont s'ouvrir. Et j'aime bien jouer un peu avec ça, je trouve ça cool. Mais les bandes noires me permettent aussi de temps en temps de corriger des plans. Quand j'ai mal centré un plan, que j'ai mal mis, en fait, les bandes noires me permettent de rehausser, tu vois, l'image et de la remettre au niveau de ton regard. Donc c'est des petites astuces comme ça où la beauté aussi, parfois, c'est un peu du camouflage, tu sais, c'est du mastic et de la peinture et faire « Regardez, vous avez pas vu, elle est belle l'image ». C'est un peu ça, quoi. Donc ouais, assez peu de matos, tu vois, finalement. On n'a pas grand-chose. Bout de ficelle, mais bien utilisé, t'arrives à faire des trucs, pro, quoi. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. On essaye. C'est vrai que, tu vois, les plans de l'Alpine... Les plans de l'Alpine, c'est fait dans un garage où on n'avait pas d'électricité, où on est... pareil, les plans de la Spider, tu vois, c'est le garage carrément du mec qui nous avait prêté la voiture, avec de pauvres lumières et tout. Donc c'est... Puis moi, c'est pas ma formation, en fait. Je te dis, j'ai un BEP.
Donc j'apprends encore ce métier tous les jours, j'essaye de m'enseigner évidemment sur ce métier, hein. J'essaye d'apprendre, et puis maintenant il y a énormément de tutos, il y a énormément de gens qui partagent leurs connaissances sur ça, donc c'est génial, on vit dans un secteur formidable pour ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis limité par mes capacités, quoi. Je me dis, ah merde, putain, ouais, là si on avait un peu plus de matos ou un peu plus de trucs, ça pourrait être pas mal. Sur un plus long terme, est-ce que tu vois Bagnole comme un genre de super CV pour montrer, regardez ce que je suis capable de faire avec 3 potes et du bricolage, ou est-ce que tu rêves un jour d'arriver à en vivre, sachant que si tu veux, vivre dans le YouTube game c'est chaud quand même. C'est pas si chaud, hein. Ouais. Non, c'est pas si chaud. Non, justement, sur YouTube aujourd'hui, tu peux commencer à gagner de l'argent à 200 ou 300 000 abonnés et à gagner correctement ta vie. Et Bagnole nous prouve qu'on peut produire un programme qui a de la gueule pour vraiment 2 francs 6 sous. C'est que de la volonté. Ouais. C'est qu'on n'est pas plus intelligent que n'importe qui. Juste plus débrouillard. Ouais, un peu plus. On se fait un peu plus chier aussi, je pense, tu vois. Mais c'est bien que d'autres gens se fassent pas chier. Au contraire, tu vois, moi j'aime bien ce côté bas les couilles dans certains programmes. Tu vois, j'adore Villebrequin. Le fait qu'ils s'en foutent, ça me fait rire. C'est trop bien. J'ai l'impression de voir mes neveux dans un mariage, tu vois, qui font les cons derrière la mariée, tu vois. Ouais. Et c'est génial, c'est addictif, tu vois. Il y a un côté très, très proche justement dans ce côté un peu bas les couilles pour être vulgaire, un peu cacaproute, voilà, un peu cacaproute et tout. Bah, oui, ça me fait marrer, tu vois, je vais pas leur en vouloir, quoi. Ça fait marrer tout le monde. Ça fait marrer tout le monde, évidemment. Mais oui, c'est vrai qu'avec des bouts de ficelle on peut faire des trucs, et à terme, c'est pas parce qu'on aurait plus de budget qu'on ferait des trucs beaucoup plus fous. C'est ça, je m'en suis rendu compte, parce que je vais te donner un exemple, tu vois, souvent, moi j'entends parfois des gens dire si Top Gear France c'est pas aussi bien que Top Gear UK, c'est une question d'argent. C'est faux. Top Gear France à la belle époque c'était 500 000 € l'épisode. Un demi-million d'euros, c'est normal, c'est une émission qui coûte cher. C'est beaucoup de gens, juste les plateaux de Top Gear France c'est une fortune. On s'en rend pas compte. Et Top Gear UK à la belle époque, c'était entre 450 000 livres et 650 000 livres. Oui, donc on est quand même sur des choses assez similaires. Donc c'est pas l'argent qui fait la beauté du programme. Je pense que c'est la volonté des gens dedans, quoi, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir François Xavier avec moi, qui est un passionné d'automobile, qui a du coup envie de raconter des histoires automobiles. On est entouré, tu vois, de Fab et de Vincent. Donc Vincent qui est un peu mon assistant caméra, et Fab qui va être vraiment la personne qui va écrire des articles pour les alpinistes, très bon site que je conseille encore une fois. Et à côté de ça, va pour moi par exemple chercher des infos, va vérifier des infos, s'il peut interviewer les gens, tu vois, là sur l'épisode Alpine, pouvoir interviewer des gens et avoir des infos, c'est super, tu vois. Quand on a annoncé l'ouverture du musée, en fait, dans la vidéo, on était les premiers à l'annoncer. C'était pas annoncé le musée à Dieppe, tu vois. Et c'est parce que justement j'ai des gens avec moi qui travaillent et qui vont me chercher les vraies infos et qui vont, voilà, quand on parle d'Alpine, enfin tu vois, on a un petit clin d'œil d'une des personnes, tu vois, qui travaillait chez Alpine en 62, qui vient à la fin de l'épisode, tu vois, c'est un petit clin d'œil, mais c'est juste pour dire, voilà, quand on parle d'Alpine, on va chercher des gens qui bossaient là-bas en 62 pour qu'ils nous racontent véritablement comment c'était. On va pas raconter de la merde, même si ça paraît un peu générique, il faut qu'on en soit sûr de ce qu'on dit. C'est très important, ça c'est hyper c'est le plus dur, je crois, tu vois, mais et voilà. Et c'est vrai qu'avoir FX avec moi, ça me permet, tu vois, on se rend bien la balle, tu vois, sur l'écriture, sur tout ça, quoi. Je sais même plus c'était quoi la question, je disrupte, hein, tu sais, moi je parle à la mémoire, hein. C'est pas grave, on enchaîne. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le YouTube automobile français? On a trop de chance. On a trop de chance. On a Garage Bagnole et Rock'n'Roll, François, je t'aime. Ça va être un mec qui va te parler de mécanique simplement. On va avoir Paé de la voiture, c'est un gamin qui aujourd'hui arrive à en vivre. Pareil, tu vois, arrive à en vivre alors qu'il est à la base, il a retapé sa 206 dans son garage. On va avoir des coupables de tout, on va avoir des semelles à gasoline, on va avoir des Benjamin Workshop qui va construire sa voiture et maintenant son hypercar. On va avoir un movie car central, tu vois, avec Franck Galliègue qui est un putain de passionné. On a une chance de ouf d'avoir un mec comme ça, tu vois, qui va avoir des voitures de Cinoche, des voitures qu'il va importer des États-Unis, des Akram ou des GMK qui vont être dans des délires peut-être un peu plus de grande fortune, mais rien ne les oblige en fait à prendre le temps de parler un peu de leur kiff et tout. Même s'il y a un côté m'as-tu vu ou quoi que ce soit, mais c'est quand même toujours un plaisir d'entendre quelqu'un qui te parle de sa Rolls-Royce sans avoir le petit doigt levé, tu vois, ça fait plaisir aussi, quoi. Et puis un Villebrequin où on a deux jeunes foufous. Moi, le seul truc que j'aime pas dans Villebrequin, c'est que j'ai peur qu'ils se tuent. J'ai peur qu'ils se tuent. Parce que tu vois, moi, comme je viens de l'audiovisuel quand même un peu plus,
quand je me renseigne sur les accidents qu'il y a sur des tournages professionnels, des tournages où c'est encadré, où tu as des voitures à ressauter, et que tu vois qu'il y a des gens qui se tuent encore aujourd'hui sur des grands, des moyens ou des petits tournages, bah, j'ai peur en fait qu'un jour Villebrequin va vouloir prendre un Dodan à 160 dans une voiture faite dans les années 90, bah en fait il s'écrase et merci au revoir quoi, on n'en parle plus. Et le jour où il se passera un truc comme ça, c'est sur tout le YouTube automobile français que ça retombera, déjà, parce que ça posera la question des assurances et tout ça, parce qu'aujourd'hui on est tous dans l'illégalité à faire du travelling en sortant la main de la fenêtre, tu vois. Nous aujourd'hui, notre seule compensation quand on tourne, on peut pas faire fermer les routes, c'est très rare, donc on tourne sur route sécurisée, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un au bout, quelqu'un là, on a une voiture balai qui surveille avec nous, et comme ça on est sûr. Et là, on peut tourner tranquillement sur les routes. C'est ce que j'ai appris sur iSide, hein, d'ailleurs. Tu vois, iSide m'a appris ça. Comment est-ce qu'on travaille en toute sécurité, surtout que sur iSide, c'est de la moto. Donc, une voiture qui déboule de nulle part, ou même un animal sauvage sur les routes de campagne qu'on allait se faire, ça peut te faucher quelqu'un, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir justement des voitures balayées aussi au milieu. Mais c'est... C'est vrai ce que tu dis sur Villebrequin, effectivement ça m'a frappé quand par exemple ils ont fait un essai de leur multiplat une fois qu'ils l'avaient complètement décarrossé, où ils étaient assis dans des chaises de jardin, ils sont ouf. Ils roulaient dans un champ à je sais pas combien assis dans des chaises de jardin. Je me disais mais s'il se passe un truc, il y a un pneu qui éclate, effectivement il y a une tête qui s'envole quoi. Tout, tu vois, ils ont pas parlé au mec avant, il y avait un truc mal vissé, enfin tu vois, on n'en sait rien bien sûr. T'as vraiment l'impression qu'en fait ils arrivent, ils appuient sur rec et puis c'est parti quoi, et puis ils sont dans l'impro, mais ils sont bons dans l'impro. C'est clair, ils sont très bons dans l'impro. Mais tu te dis, il y a un moment, pensez un minimum à vous, les gars, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai surtout peur qu'ils se tuent. Après, le reste, bon, bah écoute, voilà, ils prennent le risque, mais voilà, c'est la seule chose qui me fait peur. Donc, je trouve qu'on a énormément de chance, quoi. On a trop de chance. Parce que c'est très divers et varié, quels que soient les univers, tu vois. Et puis, j'en oublie encore. T'as Race Ouest, j'en oublie parce que moi, j'ai aucune mémoire, je te dis. C'est vraiment. On a trop de chance d'avoir autant, et c'est pour ça que Bagnole a mis aussi autant de temps à revenir. C'est que moi, quand j'ai balancé les 2 premiers épisodes de Bagnole, et qu'ensuite j'ai vu Villebrequin arriver, les premiers épisodes de Villebrequin ressemblaient beaucoup plus à Top Gear, ou d'une certaine manière à Bagnole, tu vois. Enfin, d'ailleurs, non, ça ressemblait pas vraiment à Bagnole, ça ressemblait plus à Top Gear. Et quand j'ai vu Villebrequin arriver, je me suis dit, ah bah ouais, tiens, eux, ils ont compris, c'est trop bien. Et c'est vrai que de les avoir vus partir vers autre chose, aujourd'hui, vers quelque chose d'un peu plus vlog, et un peu moins travaillé, ça me déçoit pas forcément. Tu t'es dit ouf, j'ai encore une petite place pour moi quoi. Mais ouais, je me suis dit putain bah ouais, on a peut-être du coup notre façon de montrer les choses qui arrive. Le seul, non, j'ai plein de défauts à trouver à Bagnole aujourd'hui, mais l'un des principaux, je trouve, c'est le manque de blagues. Il faut que ça soit un petit peu plus grand public. Voilà, ça c'est hyper important, et je pense pour l'instant ça manque encore un peu d'humour et de grand public. Voilà, on est encore un petit peu trop dans la bagnole. Faut que tu fasses appel à tes ressources de stand-upper il y a quelques années. C'est ça. Mais après, voilà, je me dis, il faut d'abord parler correctement de son sujet, et puis après... Bien sûr. Après, c'est de l'habillage. Voilà. Après, ça va se faire avec le temps. Tu vois, même la confiance avec le public, avec les gens et tout, c'est hyper important. Là, déjà, dans les sujets qui arrivent, il y a un peu... Non, il n'y a pas du tout de vanne, en fait, dans les sujets qui arrivent. Non, parce qu'après, c'est Mazda et après, c'est Oreca, donc ouais, c'est pas... Scoop. C'est pas... Ouais, il y a Tesla aussi. Mais Tesla, on va peut-être le refaire. Mais pareil, à chaque fois, c'est des formes de montage et de raconter des histoires qui sont très différentes. Tu vois, Eureka, ça va encore être totalement différent des 3 épisodes qui sont sortis avant. Tesla, ça sera aussi encore autre chose. On tente des trucs. Il y a peut-être des trucs qui marcheront pas, mais on va tenter. Est-ce que tu regardes aussi encore, j'allais dire, les émissions de télé de bagnole en France ? Oui, alors quand je rentre de soirée le dimanche matin, j'adore me faire automoto et turbo. Mais c'est parfois même je mets pas le son et juste voir Dominique Chapat en polo Lacoste, ça me rassure. Je te jure, ça me rassure, ça me rappelle les dimanches avec mon daron, je sais pas, tu vois. Ça me madeleine de Proust, tu vois, je suis bien, je suis tranquille. C'est vrai que je plus sois l'envie aujourd'hui d'Automoto d'avoir pris Bader Benlekal, le créateur d'iSide, dans leur émission pour parler moto, parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu prendre beaucoup mieux aujourd'hui pour en parler, dans sa manière comme dans son envie de partager des histoires. C'est un passeur de savoir, Bader. J'ai un peu plus de réserve envers Turbo, qui continue de faire entre 1 million et 1,2 million de téléspectateurs en pic, donc ça marche. Donc oui, c'est quelque part ils ont raison. Donc pourquoi ils changeraient en fait, tu vois, pourquoi ils changeraient? Mais c'est vrai que de temps en temps je suis un peu là en mode voilà, mais c'est normal, je suis pas la même génération. Tu vois, je suis pas la même génération. Et après
aujourd'hui, il y a très peu d'émissions à part The Grand Tour, même si je trouve que The Grand Tour a un peu perdu en cadence par rapport à Top Gear, et qu'il y a une écriture qui est différente, ça se sent, il y a quelque chose un peu qui s'est perdu en route, parce qu'aussi les équipes ont changé. Faut savoir que Top Gear, ils avaient des auteurs, alors ils ont toujours été auteurs avec des auteurs, à la différence de l'édition française, où en France, ils ont des auteurs, et ce sont des interprètes, en fait. Lelouch, L'Autone et Bruce, ce sont des interprètes, hein, c'est tout. En Angleterre, ce sont vraiment des gens qui étaient dans les textes. Mais tu sens qu'il y a un truc qui a changé. Ça reste une des seules émissions que je regarde avec plaisir. Maintenant, je préfère regarder du YouTube. J'évite de trop regarder du YouTube, parce que sinon, tu prends le rythme. Tu sais, moi, à chaque fois, avant d'écrire, c'est un petit tips, mais avant d'écrire un sujet de bagnole, je regarde toujours un épisode de Top Gear. J'ai toutes les saisons là ici téléchargées, toutes les saisons de la 2. Enfin, j'ai pas la première malheureusement sans James May. Pour te mettre dans le bain, quoi. Pour mettre dans le bain, pour avoir les rythmiques et tout en tête, et ça marche très bien, parce que si je regarde trop de vidéos de Benjamin Workshop, je parle comme lui. Si je regarde trop de vidéos de Sylvain, si je me fais 2-3 vidéos de Villebrequin d'affilée que j'écis derrière, j'écris une vidéo comme Villebrequin. C'est horrible. Je n'ai aucune originalité. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Donc, faut faire attention à pas trop se formater aussi quand on est. Mais il faut pas non plus perdre, je trouve. Le gros problème des gens qui aujourd'hui font de la télé, c'est qu'ils la regardent pas. Ouais. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Il faut garder un petit œil quand même sur ce que tu fais. Tu vois, Bruce, on avait fait une avant-première de Top Gear France saison 2 ou 3, je crois, avec RMC Découverte. C'était dans un bar ou un resto. Puis là, je vois Bruce découvrir l'épisode, et puis je dis, ah bah tu l'as pas vu? Il me fait, non, moi je regarde jamais les épisodes. Ah ouais. Et puis là, tu te dis, mais attends, mais c'est curieux de ouf. Bah ouais. Comment ça? Mais t'as honte. Il faut regarder les épisodes, il faut regarder tout dans les détails. Moi, les épisodes de Bagnole avant qu'ils sortent, ils sont toujours vus par 30 ou 40 de mes potes. Ici, où je note leurs réactions, tu vois, je leur dis, vous voulez voir? Ok, très bien. On ferme la lumière, on met le truc, je dis ok, pendant 10 minutes, je veux pas une question. Et toi, tu prends des notes, et moi, tu notes ta réaction. Et puis ils me disent à la fin, ils me disent ah, ça c'est ça. J'évite de tout prendre en compte, tu vois, parce qu'il faut pas tout prendre en compte, il faut aussi laisser sa place à l'à peu près. Mais et puis après, sinon tu deviens fou, tu vois. Donc non, il y a un moment, tu vois, le montage, tu peux faire du montage pendant 10 ans, tu vois. Donc, mais c'est vrai que de découvrir que des animateurs d'une émission aussi importante que Top Gear découvrent l'émission, tu te dis ma merde, putain, c'est trop con, faut la regarder, faut travailler dessus, c'est hyper intéressant. Mais je comprends, ils ont pas le temps, hein, c'est pas du tout un jugement, ils n'ont pas le temps. Bruce, il a 1000 vies, Bruce, 1000 vies. Donc il ne peut pas faire ça, c'est normal. Moi je suis un branleur, j'ai le temps de regarder des émissions, tu vois, donc c'est pas du tout, c'est normal, c'est le problème des gens de télé, c'est qu'ils ont tellement de vie qu'ils peuvent pas regarder la télé, quoi. Et ça c'est très dommage. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme émission de bagnole à la télé ou sur YouTube? Ah putain, c'est intéressant ça. Bagnole est né un peu de cette envie de oui. Qu'est-ce que j'aimerais voir. Tu vois, qu'est-ce que j'aimerais voir. Dans un style différent de bagnole, quoi. Vraiment, je trouve que ce qui manque beaucoup, c'est une émission de... C'est un truc qu'on aimerait mettre un jour dans l'émission, mais le côté voyage... déjà me manque un peu, tu vois, sur les programmes. Je trouve que ça manque un peu de notion de voyage à chaque fois. La notion de... c'est plus le même budget tout de suite. Hein. Ouais, c'est plus le même budget. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque pays a sa définition de l'automobile. Et c'est ça que je trouve magnifique. En plus de ça, les pays qui ont eux-mêmes leur propre marque. Enfin, dans chaque pays, tu as une histoire et une manière de concevoir l'automobile, très liée à la politique, très liée au monde ouvrier. Aujourd'hui, apporter ça, tu vois, je trouve que c'est ce qui manque au monde automobile. C'est un regard sur le monde ouvrier, parce que ces voitures, pendant 100 ans, elles se sont pas construites toutes seules, en fait, et on n'en parle pas. Tu vois, moi, quand je vois des reportages sur Renault une heure de reportage sur Renault, 10 secondes, top chrono, sur les revendications syndicales à l'île Seguin, ça me foudroie. C'est un devoir de respect, en fait, qu'on a envers ces classes ouvrières. C'est qui nous ont fait bouger notre cul, en fait, et qui se sont battus pour les droits du travail de tout le monde. Enfin, tu vois, la régie Renault aujourd'hui, il y a quelque chose derrière. Il faut en parler. Donc, c'est marrant que t'appelles toujours ça la régie, d'ailleurs. Oui, non, mais oui, d'ailleurs, j'appelle ça la régie. Pour toi, ça sera toujours la régie. Pour moi, ça sera toujours la régie. Non, mais tu vois, je trouve ça drôle. Tu vois, il faut parler en tout cas de ce que c'était la régie Renault. Tu vois, ça, c'est très important. Donc, ce devoir de mémoire, je trouve qu'il est pas assez dans les émissions automobiles. C'est cette notion de voyage, comme je te disais, avec voilà, qu'est-ce qui se passe sociologiquement dans chaque pays, tu vois, dans l'automobile. Et puis après,
ça manque toujours un peu d'un côté film, tu vois. L'épisode Alpine, c'est con parce qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de voitures en travers, le pilote devait être là, mais parce qu'il pleuvait, donc finalement on n'a pas pu tout faire, enfin c'était très frustrant. Mais voilà, ce côté un peu passionnant, je trouve que c'est passionnant la voiture, et que dès que tu commences à la filmer en mettant des musiques libres de droit, en disant poup 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 poup, dis donc voilà, elle est comme ça la voiture, voilà, et puis t'en parles, tu parles, et puis tu vois, il faut c'est bien d'en parler, mais du coup il faut aussi un contre-champ, tu vois, avec un peu plus de dynamique et de passionné, et de monter, de rechercher, et moi c'est ce qui me manque, tu vois, un truc qui allierait un peu tout ça avec un côté sociologique et politique très fort, tu vois, on parle d'idées, on débat, tu vois, l'automobile il est tellement en train de changer aujourd'hui. T'as les carburants de synthèse qui vont arriver, qui existent depuis les années 40, hein, c'était juste une question de coût, mais aujourd'hui le sur-demande de plastique, les problèmes au Moyen-Orient font qu'on y revient. D'avoir la question des voitures électriques, tu vois, comment est-ce qu'on recycle nos batteries, parce que les gens qui disent qu'on peut recycler les batteries, c'est faux. Oui, on peut recycler les batteries, mais on peut pas recycler le liquide qui ensuite est un déchet toxique, tu vois, de résultante du recyclage de ces batteries. Donc en fait, on ne peut pas recycler les batteries de facto. Donc toutes ces questions-là, comme le moteur à hydrogène, c'est hyper intéressant. Il y a plein de solutions à montrer, de manière locale comme de manière globale. Et bah pareil, tu vois, les émissions automobiles sont toujours un peu en train de voilà, taille du coffre, motorisation, bonus écologique, voilà, 19 pouces, voilà, et puis hop, il passe à autre chose. Il y a pas de... Donc c'est dommage, parce qu'à chaque fois, on oublie les gens. On est très sur l'aspect conso, mais tu vois, le point commun de ce que je t'ai donné, c'est les gens. Les gens qui construisent les voitures, les gens qui utilisent les voitures, les gens qui vivent avec ou pour les voitures. Ça manque de gens, c'est ce qui manque dans Top Gear UK, et ça a toujours manqué de liens avec les autres, comme ça manque, je trouve, dans la plupart des programmes automobiles, ça manque un peu de... Je sais pas, ça manque de sociétal. Ouais, de sociétal, ouais, de sociologie, ouais, je sais pas. Ça serait un peu mon émission rêve. Est-ce que c'était une émission de gauche, peut-être, sur l'automobile, qu'il me faudrait? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Oh là là, putain. Camarade Mélenchon, j'en ai bien l'impression. Oh là là, mais il va être content, tiens, quand il va écouter ça, il va se dire, bah, c'est très bien, ça, voilà. Si vous pouvez me mettre ministre des Transports, très bien, mon petit, génial. ça. Bon, Samuel, tu as déjà écouté des épisodes de ce podcast, tu sais très bien comment ça se termine, par les 4 questions rituelles. C'est marrant d'ailleurs, on a finalement très peu parlé de voiture dans cet épisode, on a beaucoup parlé de la prod et autour de la voiture, mais on y arrive du coup par ces questions-là. J'imagine que tu passes de temps en temps sur les sites de petites annonces. Ouais. Quelle est ta dernière recherche? Une 504 coupée avec l'intérieur turquoise velours magnifique, c'est mon rêve. Ouais. C'est mon rêve. Ça, une 104 aussi, j'adore la 104Z, je la trouve magnifique. La ZS est trop chère maintenant, mais 104Z, c'est la voiture la 104, c'est la voiture de collection accessible encore. Ouais. T'en trouves encore dans les 1500 € avec le contrôle technique et pas trop de rouille. Et c'est ce qui peut te permettre de commencer la voiture de collection avec une petite 104, c'est tout mignon. Mais la 504 coupée, c'est mon rêve. C'est marrant parce que tu me parlais de faire du YouTube automobile de gauche, et là tu me cites une caisse de notaire, quoi. Ouais, de ouf. Et de notaire et de femme de notaire, en gros. Non, c'est clair, c'est clair. Là, t'aurais dû me sortir une 4 chevaux ou une Dauphine, tu vois, un truc, voilà. Non, mais je sais pas, je trouve qu'elle a une classe, cette voiture, absolument incroyable, tu vois. Je la trouve très très belle. Je la trouve magnifique, même si je suis beaucoup plus voiture italienne. Si je devais vraiment m'acheter une voiture... C'est presque une voiture italienne, hein. Oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est vrai que je ferais peut-être plus une italienne ou une anglaise, tu vois, si j'étais vraiment fou, là ça serait génial, tu vois, les vieilles Triumph, les DR2, DR3, je trouve ça magnifique, même les vieilles Ostinelli, ça même une vieille Mini, même une Innocenti, tu vois, les déclinaisons italiennes, j'adore, je trouve ça magnifique. Mais là, c'est vrai que si je devais en acheter une là tout de suite, une petite 504 coupée, parce que j'ai vu en fait un rétrofit sur Twitter d'un mec qui la charge. Ouais. Donc voilà, t'as sa 504 magnifique, et puis hop, il la charge et tu te dis putain, ça y est, on y est, qu'on est dans le futur. C'est peut-être moi, puisque j'en ai essayé une il y a pas longtemps. Oui, ça devait peut-être être toi, oui, c'est ça, c'est toi que j'avais répondu, mais je te dis. Ouais, c'est une boîte qui s'appelle Retrofuture qui fait des retrofits sur pas mal de caisses, et donc sur la coupée 504. C'est magnifique, c'est 32 000 €, la 504 retrofitée. Après, pour une voiture qui a pas. Ça me semble cohérent, hein. C'est pas du vol, tu vois, quand tu vois aujourd'hui que je sais pas, une Zoé bien équipée, on doit être dans ces prix-là, donc c'est pas les mêmes autonomies, c'est pas les mêmes facilités d'utilisation, mais ça a quand même une autre gueule aussi, quoi. C'est sûr. Tourne pas en Zoé, quoi. Ouais, mais est-ce que tu utiliserais une 504 coupée comme tu utiliserais une Zoé? Non.
Ouais, c'est ça le truc. Ah non, la Zoé, c'est. T'oserais jamais la garer dehors, ta 504 coupée, Tu t'aurais penses trop peur de la faire bugner et tout. Non, mais moi, pour ça, je vais en acheter une qui est déjà bugnée. Comme ça, je ferais juste un intérieur clean, tu vois, mais. Qui est ça, déjà tout rouillé, Ouais. qui a déjà des trous dans le plancher. Mais c'est qu'on aura fixé, tu vois, comme ça, elle bougera plus, mais de loin, tu te dis, oh là là, c'est quoi ce truc, tu vois, c'était une horreur. Quel est ton meilleur souvenir de road trip? Et alors, j'en ai fait qu'un seul dans ma vie, et c'était au Maroc. Et je me rappelle, j'avais loué donc une voiture de location et j'avais pris, tu sais, l'option où même si tu la rends en feu, c'est pas grave, ça t'a rien coûté, tu vois. Donc je loue ça pendant 20 jours en plus de ça, donc je fais un gros tour du Maroc en voiture. Ah ouais. Et la voiture, je la reçois, c'était une Kia Picanto, elle avait 27 km. Oh. Il y avait encore les plastiques à l'intérieur. Et je fais putain, ils ont mal joué là. Parce que moi, en fait, j'ai pris la voiture pour la ravager. Tu vois, il y a un épisode de Top Gear que j'adore où t'as Clarkson qui dit la voiture la plus rapide du monde, c'est une voiture de location, Oui. évidemment. Oui, parce je m'en que souviens t'es très à bien chaque de fois en fond de 5. Et puis au Maroc, il y a personne. Tu vois, moi, je suis même fait arrêter par la police. Ils m'ont dit, oh, faudra aller moins vite quand même. Et puis on s'est reparti en fait. Hop, j'ai repris les routes du désert. Et voilà, et je me rappelle, effectivement, bah oui, être en plein milieu du désert. Tu vois, après avoir passé, tu vois, l'Atlas, c'est beau, ça. c'est magnifique, tu C'est vois, le magnifique, Maroc, c'est l'Atlas marocain, absolument ouais. sublime. Et puis de rouler et de me dire, putain, mais ça sert à ça en fait une voiture, parce que le matin on savait pas où on allait, et le soir elle m'a dit, donc moi ma compagne à l'époque était marocaine, elle me disait, bah tiens là-bas je connais, là c'est cool, et puis voilà, sur un coup de tête, bah ok on y va. Et j'ai toujours voulu faire ça de ma vie, quoi. Toujours faire un road trip où tu ne sais pas où tu dors le soir et tu découvres un pays. Et c'était incroyable, ça sert à ça la voiture. Et donc on l'a rendu avec 2500 km, avec quelques rayures, parce qu'évidemment les dérapages, des trucs comme ça, et puis c'était génial. La meilleure voiture du monde. Du coup j'ai un souvenir incroyable avec la Kia Picanto. Si un jour je remonte dedans, tu sais, je vais avoir un petit truc, quoi. C'est bizarre. Tu préférais quand même la 104 Ah ouais, Picanto. Petite 104. Ah, après, tu vois, Kia Picanto avec la clim et tout, c'était pas mal, hein. Franchement, Ouais, c'était oui, sympa. surtout au Maroc, la clim, t'es content de l'avoir. Ouais, c'est clair. La question du garage idéal, open bar, sans limite de budget, Ouais. 4 voitures, faut quand même que ça s'adapte un peu à ta vie. Non, mais je vais être hyper cliché. Un petit peu, c'est sûr, parce que c'est une des plus belles voitures, Ouais. je pense, qui existent. J'ai eu la chance d'en conduire une il n'y a pas longtemps. T'as une idée de la version? Parce qu'elle est Oui, petit peu, alors il y a à boire et à manger. Hein. J'avoue que je préfère les premières, tu vois, qui ont le capot un petit peu moins, enfin, qui ont moins ce capot plat qu'ont les dernières, tu vois. Ouais. Je préfère vraiment les toutes premières que je trouve très très belles. Les 3.8 en verre anglais. Oui, avec alors, la boîte pourrie. alors moi j'ai un gros problème, c'est que tu vois, niveau moteur, j'adore les gros moteurs. Ouais. Le problème d'un gros moteur, c'est que à partir d'un certain moment, ça sert plus à rien. Alors autant sur une Type E, à la rigueur, ça peut se comprendre, tu vois. Mais sur des voitures modernes, tu vois, moi j'ai un ami qui a une GTR, c'est génial, c'est génial. Sa vitesse moyenne sur son ordinateur de bord, elle a jamais dépassé les 80 depuis 2 mois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est génial, il a une GTR, mais c'est vrai que c'est très frustrant, je trouve, d'avoir une voiture dans laquelle tu peux pas tirer. Moi, la voiture qui m'a le plus plu dans ma vie, c'était ma Twingo. Donc après la Type E, une Twingo première génération. Alors première génération, mais premier au stylage. Donc celle qui, c'est pas exactement les toutes premières, c'est celle qui commence à avoir vraiment les vitres électriques de série, et pas de série d'ailleurs du tout, et les airbags, tu vois. Ouais. Parce que la Twingo, génial. Tu veux dormir dedans, tu peux dormir dedans. Tu veux la garer, tu t'en fous. Elle est fiable, elle est pas chère, elle est économique. C'est hyper spacieux. C'est hyper spacieux, tu te sens pas à l'étroit. Moi j'en ai planté une. Et puis c'est une icône, c'est une icône de design, quoi. Elle est géniale. Donc c'est vraiment le genre de voiture que j'adorerais avoir tous les jours, quoi. Ouais. Après, là je vais faire des ils vont avoir mal, c'est terrible. Aujourd'hui en voiture moderne, je trouve qu'il y a très peu de choses qui arrivent. Moi je détestais les Tesla. Ouais. Je détestais les Tesla. Je trouvais que c'était une hérésie cette voiture. Et un jour j'ai testé une Model 3. Et par le biais un peu de mes boulots à l'époque, je me suis mis à souvent conduire des Model 3. Donc à vivre un peu ce que c'est la vie d'un possesseur de Model 3, tu vois, ça devenait ma voiture du boulot. Et là j'ai compris pourquoi est-ce que les gens achètent des Model 3. C'est une des voitures les plus précises en termes de châssis, enfin j'exagère, mais pour une voiture grand public, hein, je parle. Pour la voiture de Monsieur Tout le Monde, elle est précise, elle te piège pas, elle a une pêche de ouf, elle a une finition que pas incroyable mais qui est pas non plus dégueulasse. Hein. Alors je trouve que c'est une voiture de dentiste. Je te dis franchement, après c'est les voitures de notaire, les voitures de dentiste. Voilà, là c'est vraiment, c'est triste, c'est un peu, voilà, mais c'est une voiture très agréable à vivre et c'est le genre de voiture que j'hésiterais pas à prêter à quelqu'un qui prend pas souvent la voiture. Tu vois, la plupart de mes amis sur Paris, même ceux qui ont le permis, prennent pas souvent la voiture.
quand ils me disent ah bah tiens j'aimerais bien en essayer une, tu penses que c'est dangereux, que c'est trop, je leur dis non, franchement c'est une voiture super sécurisante et tu vas peut-être rayer les jambes parce qu'elle est grosse, mais c'est tout quoi. Tu vas pas te tuer en modèle 3 quoi. Et ça c'est quand même un atout aujourd'hui, et puis l'avance technologique qu'a cette voiture sur énormément de concurrents qui est pas si grande, mais qui est présente et qui est surtout à 37 000 euros, t'as une voiture qui est quand même très bien foutue et qui marche très bien. Donc ouais, peut-être une modèle 3. Et puis après la dernière, ça serait super dur parce que moi j'adore les Lancia. Les Lancia, bon, je sais pas parce que mon père dit Lancia, mais moi j'ai vécu un peu en Italie, on me disait Lancia. Tu vois, j'adore la Delta, j'adore la Stratos et j'adore la dernière là qu'ils ont testée Villebrequin, putain comment elle s'appelle, la 037. La 037, ouais. Et je la trouve magnifique la 037. D'ailleurs t'as des carrossiers maintenant qui en refont, enfin des petits préparateurs qui en refont même pas des rétrofits d'ailleurs, qui refont des voitures entièrement. Je pense que la dernière déclinaison de la Lancia Delta faite par un artisan italien qui est en version 3 portes avec une espèce de verre quasiment verre anglais, je crois que tu peux quasiment pas faire mieux parce que c'est le moderne et l'ancien, le resto mode. Voilà, le vrai resto mode magnifique, et puis l'avoir passé en 3 portes, bah oui, totalement, avec plaisir. Moi je ferai pas d'enfant, donc on va sauver la planète un petit peu, on va pas faire d'enfant. Sauver la planète en roulant de Lancia Delta, c'est un beau projet, je trouve. Bah ouais, non mais tu sais, c'est ce qu'on dit dans l'épisode Alpine, tu vois, on compare le bilan carbone d'un enfant et d'une voiture. Et en fait, c'est pour ça qu'on termine l'épisode sur sauver la planète. Ne faites pas d'enfants, achetez-vous une voiture de sport, parce que si tu as une voiture de sport, tu vas ajouter à ton bilan carbone 2, 3, 4 tonnes de CO2 par an. Si tu as un enfant, tu vas ajouter entre 8 et 15 quoi. Donc oui, si tu veux sauver la planète, fais pas d'enfants, achète-toi une voiture de sport et kiffe. C'est une bonne... Faites pas d'enfants, voilà. Bon bah j'ai fait un enfant et je roule en C63 AMG, donc mon bilan carbone est exécrable. Alors là si effectivement il y a un dieu là-haut, on va pas être... Non plus, hein, c'est terrible. Comme ça, moi je me revendique écolo, mais tu vois, je suis fan de voitures, mais c'est vrai qu'il faut... tu vois, là, ça me faisait rire parce que dans la dernière présidentielle, la seule personne qui a dit quelque chose d'intelligent sur les voitures, c'est Sandrine Rousseau. C'est Sandrine Rousseau, une candidate écologique, qui a dit il faut qu'on continue de faire rouler nos vieilles voitures. Il faut qu'on passe à des solutions de carburant de synthèse, parce que les carburants de synthèse rejettent moins de particules fines, mais de surcroît, on n'a plus les moyens d'aller chercher du pétrole. Enfin, on peut plus faire ça à notre planète, c'est plus possible. Et puis la consommation de plastique, tout. Le pétrole est un souci. Depuis le début, on le sait. Et c'est vrai que c'est drôle de se dire que la personne qui a donné l'avis, je trouve, le plus optimiste et qui aurait fait le plus de bien au monde automobile français, c'est une candidate écologique. Tu vois, c'est dommage que personne s'écoute, parce que si on s'écoutait, en fait, on trouverait des idées géniales ensemble. On dirait ah bah tiens, attends, toi tu dis qu'il faut continuer à faire rouler les vieilles voitures, bah c'est super, ça va, voilà. On va proposer ça au gouvernement, tu vois. C'est une vraie, un bon déchet n'est un déchet pas produit, tu vois. Donc tant qu'on continuera de faire rouler nos vieilles voitures, c'est un bien pour la planète, et on va trouver des solutions alternatives pour les rendre un peu plus propres qu'aujourd'hui. On les rendra pas 100% propres, on peut les rendre plus propres. Voilà. Surtout que voilà, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, la voiture n'est pas responsable de plus de 20% de l'ensemble. Donc c'est toujours dur d'aller chercher l'automobiliste, tu vois, sur des sujets comme ça, quoi. Voilà, ça c'était ma petite revendication. Décidément, cet épisode aurait été placé sous le signe de la révolution. La révolution, ouais, c'est clair. Bon, et la dernière question, la plus dure évidemment, si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait ? Putain, c'est super dur. Ah ouais, putain, ça c'est dur. Super dur ça. Rien à voir. Ok, rien à voir. Une Mustang Fastback, genre la Bullitt, tu vois, ouais. Fastback 68, Highland Green. De ouf, bien sûr. Genre ça toute ma vie. J'aime pas les voitures américaines. Je n'aime pas les voitures américaines. C'est terrible. Mais alors ça je trouve qu'elle a une... C'est tout. Enfin, tu sais, moi, j'adore aller vite, mais sur circuit. Sur route, ça me terrifie d'aller vite. Voilà, je suis pas du tout un fou du volant. C'est pour ça qu'on essaye de tourner les épisodes sur circuit ou sur route fermée, tu vois, au maximum. Comme ça nous permet un petit peu de tirer dedans. Et c'est vrai que là, de voir un peu, tu vois, ce que c'est je me mets à essayer des voitures que j'aurais jamais pensé essayer. Tu vois, maintenant je comprends pourquoi les gens aiment les Porsche maintenant. Avant je comprenais pas. Tu vois, je me disais mais non, mais une Porsche c'est une autre Porsche, et puis ça ressemble à une autre Porsche, et là d'avoir essayé des Porsche des années 70 jusqu'à la dernière 911 de 2019, tu vois, je me dis ah oui, d'accord, c'est pour ça que vous aimez les Porsche. J'ai compris, d'accord. Alors oui, ça se ressemble un petit peu, effectivement, faut pas être bourré, pas être dans le brouillard, mais
Oui, je comprends un peu l'essence de la voiture, quoi. Donc là, bah maintenant, je me dis, bah ouais, une belle petite Mustang à l'ancienne, un truc que tu peux vraiment mécaniquer, ou quand tu ouvres le capot, il y a un énorme moteur. Enfin, tu vois, quitte à en conduire qu'une, il faut que ce soit une voiture ou voiture. Il faut que ce soit le thème, ça soit voiture. Voilà, avec des grosses jantes, avec un gros volant, avec, tu vois, limite, il y aura le truc pour changer de vitesse, ça sera un flingue. Enfin, tu vois, voilà, voiture. Ça, c'est vraiment super, quoi. Ça serait trop bien. Eh ben Samuel, merci beaucoup. Bah merci à toi, je suis désolé, je suis très disruptif, je pars dans tous les sens. Non, mais c'était génial. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et j'espère avoir fait découvrir aux auditeurs ton parcours, que je trouve encore une fois, alors c'est un mot que je déteste, mais qui s'adapte assez bien, inspirant, parce que voilà, tu t'es cherché, mais t'as fini par te trouver. C'est gentil. Ça a pris du temps, mais t'y es arrivé. Ça a pris du temps. Et puis ouais, longue vie à Bagnole. Bah merci beaucoup. Et vivement les prochaines vidéos. Bah avec plaisir, écoute. Faut accélérer maintenant, parce que nous on est en manque là. Bah oui, on a encore plein d'histoires à raconter. Et puis voilà, là on va, parce que là aujourd'hui ce ne sont que des vidéos qui s'enchaînent. On a des surprises qui arrivent avant même, parce que l'objectif de n'importe qui sur ce métier c'est de vivre un jour de ça, donc évidemment j'aimerais bien en vivre, mais on a des surprises avant même de pouvoir en vivre, et ça sera plus que des petites vidéos comme ça. Ça sera un truc un peu plus gros, où les gens auront aussi leur mot à dire et pourront interagir avec nous, quoi, réellement dans l'espace. J'en dis beaucoup, mais l'affiliation avec Top Gear, elle va être de plus en plus vraie, je pense, avec les années, et on va se rapprocher de quelque chose qui ressemble de plus en plus à Top Gear, pas dans le fond. Dans le fond, on sera jamais comme Top Gear, parce qu'on n'a pas la même science infuse, mais dans la forme, il y aura quelque chose d'assez similaire dans ce côté plateau, dans ce côté public, avec un peu plus de gens. Il faut qu'il y ait plus de gens dans les émissions automobiles. Ça manque de vrais gens, je trouve. Et bah, j'ai hâte, et je pense que les auditeurs aussi. Merci beaucoup. Merci Samuel. Encore. À la prochaine. Ciao. Voilà, vous l'aurez compris, allez voir Bagnole, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est super, et a priori, comme vous l'avez compris, le plus beau reste encore à venir. Et puis pendant que vous y êtes, si vous avez aimé ce podcast, écoutez les autres épisodes, de mémoire il y en a 36 autres. Abonnez-vous au podcast, pas seulement à la chaîne YouTube de Bagnole. Nous aussi on est sur YouTube, podcast Histoire d'Auto, sur toutes les plateformes de podcasting évidemment. Laissez un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, tout ça, vous savez maintenant la routine. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez m'envoyer un gentil message, c'est par mail, histoiredauto au pluriel @gmail.com. Enfin n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. A bientôt et bonne route, ciao.